La première vague de nausées m'a frappé comme un train de marchandises. 1 minute, Derek radotait sur les projections du 3e trimestre de son entreprise. La suivante, une montée acide a brûlé le fond de ma gorge. Une sueur froide a perlé sur mon front. Arrête-toi. J'ai réussi à halter, ma main volant vers ma bouche. Le goût du café de la station-service que j'avais stupidement siroté 1 heure plus tôt est devenu rance dans mon souvenir. Derek n'a même pas tourné les yeux vers moi. Il a juste soupiré, ce long soupir dramatique et résigné qui était sa signature. Encore, Clara? On s'est arrêté il y a seulement 40 minutes. On n'arrivera jamais chez les amis de maman pour le déjeuner à ce rythme. Une crampe a tordu profondément mes entrailles. Ce n'étaient pas les nausées matinales douces et lumineuses des applications de grossesse. C'était une révolte vengeresse et primitive. Mon corps était en guerre contre le petit être de la taille d'une lentille à l'intérieur de moi, et j'étais le champ de bataille. Maintenant, Derek, je vais vomir dans la voiture. Ça a attiré son attention. Il a juré dans sa barbe et a fait virer le SUV sur 2 voies de LI5, récoltant une symphonie furieuse de coups de klaxon des autres conducteurs. Les pneus ont crissé sur le gravier de l'accotement d'un immense complexe de stations-service tentaculaires, Chevron, Subway, un minimar à l'air triste. J'ai tâtonné avec la ceinture de sécurité, mes doigts glissants et maladroits. Dépêche-toi. Derek a claqué, tapotant le volant. Je ne veux pas de contravention. Ma belle-mère, Madison, s'est tournée sur le siège passager, les lèvres pincées en une fine ligne désapprobatrice. Pour l'amour du ciel, Clara, un peu de courage. J'ai tenu le stand de concession à la foire du comté jusqu'à ce que ma poche des os se rompe avec Derek. On n'avait pas de temps pour ça, cette fragilité vaporeuse. Je n'avais pas le souffle pour répondre. Fragilité vaporeuse, bien sûr. J'ai poussé la portière, trébuché dehors, et fait 3 pas avant de me plier en 2 à côté du pneu avant, vomissant rien d'autre que de la bile amère sur le gravier poussiéreux. Le monde s'est réduit au son de mes propres le cœur, à l'odeur d'essence et d'asphalte chaud, et à la musique country distante et métallique diffusée par les haut-parleurs de la station-service. J'ai entendu la portière de la voiture claquer, pas la mienne, celle de Derek. Je vais chercher du café. Il a annoncé. Ça va prendre un moment. Tu veux quelque chose? Maman, une bouteille d'eau. Chérie, pas la marque bas de gamme. Leurs pas se sont éloignés. Je suis resté courbé, attendant que les spasmes diminuent, des larmes de pure misère physique me piquant les yeux. C'était censé être un moment heureux, une surprise. Oui, après 2 ans d'essai et une grossesse chimique déchirante, mais un moment heureux. On roulait vers Sonoma pour un week-end avec l'ami de fac de Madison. Un voyage prévu des mois avant que la 2e ligne bleue n'apparaisse. J'avais imaginé des vignobles, peut-être annoncer la nouvelle lors d'un dîner chic. Pas ça. Après quelques minutes, le pire est passé. Je me suis redressé, essuyant ma bouche du dos de la main, me sentant tremblante et vidée. J'ai marché sur des jambes instables jusqu'à une poubelle rouillée près de la porte du minimar, jeté le mouchoir de ma poche, et m'appuyé contre le mur en stuc réchauffé par le soleil. Fermant les yeux juste 1 seconde, juste pour reprendre mes repères. Quand je les ai ouverts, Derek et Madison revenaient vers la voiture. Ils sirotaient un café glacé. Elle pelait méticuleusement l'étiquette de sa bouteille d'eau chic. Ils sont montés. Une partie stupide et pleine d'espoir en moi a pensé que Derek démarrerait le moteur, allumerait la clim, et attendrait que je m'approche, peut-être même demanderait si j'allais bien. La portière côté conducteur s'est verrouillée avec un bruit sourd numérique solide. J'ai cligné des yeux. Puis j'ai vu Derek me regarder droit dans les yeux, pas avec inquiétude, mais avec impatience. Il a dit quelque chose à Madison. Elle a haussé les épaules, un geste d'indifférence suprême, et appliqué une couche de rouge à lèvres corail, inspectant son reflet dans le miroir du pare-soleil. Je me suis poussé du mur et j'ai marché vers la voiture, mes jambes encore instables. J'ai tendu la main vers la poignée de la portière arrière passager. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la vitre. Derek. Il a fait semblant de ne pas entendre, ajustant la radio satellite. J'ai frappé plus fort, le son aigu et frénétique contre la vitre. Derek, ouvre la portière. Il a enfin daigné baisser la vitre d'à peine 2 centimètres. Quoi, Clara? On perd du temps. Laisse-moi entrer.
J'ai dit, ma voix tremblant d'un cocktail de nausée et d'incrédulité. Tu as fini d'être dramatique, a demandé Madison, sans se retourner. J'étais malade. Laisse-moi juste entrer. S'il te plaît. Derek a regardé au-delà de moi, vers l'autoroute. Monte dans la voiture. Ensuite on part. La portière est verrouillée. Alors utilise ton porte-clés. Il l'a dit lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Mon sac était sur le sol de la banquette arrière. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Mes clés étaient dans le sac. Un œuf froid de panique s'est serré dans mon estomac, traversant la nausée. Tout est à l'intérieur. Derek déverrouille la portière. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés à travers la vitre. Les siens étaient plats, d'un bleu froid, la même nuance qui avait autrefois fait palpiter mon cœur. Maintenant ils étaient juste glacés. J'y ai vu un calcul, un test, ma soumission contre sa commodité. Il a secoué la tête. C'est toi qui as dû t'arrêter. Débrouille-toi. On te verra à la maison. Et puis il l'a fait. Il a mis la voiture en marche. Derek, non. Arrête. J'ai attrapé le cadre de la vitre, mais le SUV a commencé à avancer. J'ai dû sauter en arrière pour éviter que mes pieds ne soient écrasés. Ma valise. J'ai crié, courant à moitié à côté du véhicule qui avançait lentement. Au moins donne-moi ma valise. La vitre de Madison s'est baissée. Pendant un moment fou, j'ai pensé qu'elle avait eu pitié. Puis sa main osseuse et manucurée est apparue, agrippant la poignée de ma valise à roulettes bleu marine, celle que j'avais préparée si soigneusement. Avec les jeans de maternité confortables que j'avais achetés secrètement en ligne et la nouvelle chemise de nuit en soie que j'espérais me faire sentir jolie. Elle ne s'est pas penchée. Elle a simplement lâché la poignée. La valise a heurté l'asphalte avec un craquement sec et un raclement de roues en plastique tournante. Elle a basculé sur le côté, s'arrêtant contre un trottoir en béton de stationnement. Débrouille-toi pour rentrer chez toi toute seule, a dit Madison, sa voix claire et nette, portant par-dessus le moteur au ralenti d'un pick-up proche. Les mots n'ont pas été criés. Ils ont été prononcés, un verdict. Puis sa vitre est remontée. Derek n'a pas regardé en arrière. Le SUV Lexus noir a accéléré en douceur, s'est inséré sur l'île 5 direction nord, et a été avalé par le flot de circulation et la brume de chaleur scintillante. Je suis resté là, juste debout au milieu d'une station Chevron quelque part, où étais-je, quelque part entre Bakersfield et nulle part. Le soleil tapait sur ma tête. Un camionneur entrant au subway m'a jeté un long regard curieux. Ma valise gisait au sol comme une chose morte. Débrouille-toi pour rentrer chez toi toute seule. Les mots rebondissaient dans mon crâne vide. Chez moi. La maison à San Francisco, celle avec l'hypothèque que nous payions tous les deux, mais dont le titre était uniquement à mon nom parce que la compte de l'assurance vie de ma mère avait été la seule chose qui nous avait permis d'être approuvés. La maison où Madison avait séjourné ces 3 dernières semaines. Était-ce chez moi? Où était-ce la voiture qui disparaissait actuellement sur l'autoroute, contenant mon mari et la femme qui l'avait mis au monde? Cette unité hermétique de 2, avec moi à jamais dehors, frappant au verre. Une montée chaude, d'un genre différent, s'est élevée en moi, pas de la nausée, de la fureur, pure, non diluée, aveuglante. Elle a brûlé le reste de la maladie, de la faiblesse, des tremblements. Il n'est resté qu'une clarté froide et tranchante. D'accord. J'ai dit à voix haute, à l'espace vide où la voiture s'était trouvée. D'accord. J'ai redressé ma valise. Le coin était éraflé, le tissu déchiré. Tant mieux, une cicatrice. Je l'ai roulé jusqu'à un banc ombragé devant le minimar et je me suis assise. Je tremblais encore, mais maintenant c'était d'adrénaline. Réfléchis, Clara, réfléchis. Pas de téléphone, pas de portefeuille, mais j'avais un secret, un petit acte de rébellion silencieuse d'il y a 6 mois. Après une dispute sur l'argent où Derek m'avait traité d'irresponsable financière pour vouloir faire un don à un refuge local pour animaux, j'avais discrètement ouvert un compte d'épargne en ligne. J'y avais versé de petites sommes provenant de missions de design freelance dont il ne s'était jamais soucié de demander, de cashback sur les courses, de la vente de vieux vêtements sur Poshmark. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et la carte de débit de ce compte n'était pas dans mon portefeuille.
Elle était glissée dans un petit compartiment à zip à l'intérieur de la doublure de mon soutien-gorge, un secret soyeux contre ma peau. Une fantaisie paranoïaque, avais-je pensé, juste au cas où mon mari et sa mère m'abandonneraient dans une station-service pendant que j'étais enceinte de 9 semaines de son enfant. Je me suis levé, tiré la valise derrière moi, et suis entré dans le minimar. La climatisation était arctique, faisant naître la chair de poule sur mes bras en sueur. L'employé, un ado boutonneux avec un casque sur les oreilles, n'a pas levé les yeux. « Excusez-moi. » Il a jeté un coup d'œil, a retiré un écouteur. « J'ai besoin d'utiliser votre téléphone. C'est une urgence. » Il m'a regardé, mon visage probablement pâle, la valise. « Vous êtes flic ? » Non. Ma famille vient de m'abandonner ici. J'ai besoin d'appeler un taxi ou un covoiturage. S'il vous plaît. Il a hésité, puis haussé les épaules et glissé un gros téléphone sans fil sur le comptoir. Ne faites pas d'appel longue distance. Mon esprit était vide. Je ne connaissais aucun numéro de taxi. Je ne pouvais pas me connecter à une application de covoiturage. J'ai fixé le clavier, puis je me suis souvenu de Sofia, ma meilleure amie depuis UC Berkeley, Sofia Rodriguez, qui est maintenant associée junior dans un cabinet d'avocats familial féroce en ville. Son numéro était l'un des 3 que j'avais peut-être mémorisé. J'ai tapé les chiffres, mon cœur battant contre la carte de débit secrète. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Allô ? Sa voix, chaleureuse et légèrement sèche, était le plus beau son que j'avais jamais entendu. Sauf, c'est Clara. Clara ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu as une drôle de voix. C'est le monstre des nausées matinales qui attaque ? Son ton était léger, taquin, puis il a changé. Attends. Ce n'est pas ton numéro. Je suis à une station-service sur LIE5. Derek et Madison viennent de partir et de m'abandonner ici. La ligne est restée silencieuse pendant 3 secondes entières. Puis, répète ça. Ils m'ont laissé. J'ai été malade. Je suis sorti de la voiture et ils sont partis. Madison a jeté ma valise après moi, m'a dit de me débrouiller pour rentrer chez moi toute seule. Un autre silence, puis un seul mot concis et venimeux. Cabronne. Elle a pris une inspiration audible. Tu es en sécurité ? Tu es blessé ? Je suis en sécurité. Je suis chez Chevron. Je suis juste ici. D'accord. Écoute-moi. Tu as tes cartes ? Ton téléphone ? Non. Tout est dans la voiture. J'utilise le téléphone de la station-service, mais j'ai ma carte secrète, celle dont je t'ai parlé. J'ai presque entendu son sourire féroce à travers le téléphone. Dieu merci pour ton moi sournois, brillant et paranoïaque. D'accord. Voici ce que tu fais. Raccroche. Utilise cette carte pour acheter le téléphone prépayé le moins cher qu'ils ont et un chargeur. Ensuite appelle-moi tout de suite sur celui-là. N'appelle pas Derek. N'appelle pas Madison. Tu m'as comprise ? Oui. Clara, ce n'est pas un malentendu. C'est un abandon conjugal. Dans ton état, c'est légalement grave. Tu comprends la ligne qu'ils viennent de franchir ? J'ai regardé par la fenêtre sale vers l'autoroute infinie brûlante. Oui. J'ai dit, ma voix plus ferme maintenant. Je comprends. Bien. Va acheter le téléphone. Appelle-moi dans 10 minutes. Je suis ton avocate maintenant et ton ami, dans cet ordre. J'ai raccroché. L'employé faisait semblant de lire un magazine automobile. Je suis allé dans l'allée des produits électroniques, mes baskets couinant sur le linoléum. Il y avait un présentoir de téléphone bon marché emballé sous blister. J'ai choisi le moins cher, un smartphone générique, et un chargeur de voiture. Je les ai emportés au comptoir avec une bouteille d'eau et un paquet de crackers salés, nourriture réconfortante pour la femme enceinte et récemment trahie. J'ai payé avec la carte de débit fine et discrète. La transaction est passée, une petite lumière verte d'autonomie. De retour sur le banc, j'ai déchiré l'emballage avec des mains tremblantes mais déterminées, chargé le téléphone juste assez grâce à une prise extérieure, et l'ai allumé. J'ai entré le numéro de Sofia. Elle a répondu à la première sonnerie. Parle-moi. Où es-tu exactement ?
J'ai lu l'adresse sur le panneau de la station-service. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai besoin d'aller à Sonoma où je ne sais même pas où ils vont. Oublie-les, a dit Sofia, sa voix tout à faire. Tu ne vas pas à Sonoma. Tu rentres à la maison, en ville, chez toi. On va te trouver une voiture de location. Je n'ai pas mon permis. Il est dans mon sac. Photo numérique. Tu as déjà pris une photo pour cette inscription à la salle de sport? Je l'avais fait. Une étincelle d'espoir. Oui. Elle est dans mon cloud. Parfait. Je t'envoie par email un lien vers un loueur de voitures à Bakersfield qui est flexible avec ce genre de choses. Moyennant un supplément. Utilise ta carte secrète. Prends une voiture. Va jusqu'à San José. Il y a un Hilton anonyme sympa près de l'aéroport. Réserve une chambre là-bas. Repose-toi. Je te rejoindrai demain matin. On a des choses à discuter. Sauf, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air grave. Elle a marqué une pause. Pendant que tu étais occupé à faire grandir un humain et à te faire terroriser par ta harpie de belle-mère, j'ai fait quelques recherches discrètes. Une intuition. Après cette saloperie que Derek a faite avec le compte joint le mois dernier. Clara, il déplace de l'argent, des sommes importantes. Il a ouvert un nouveau compte de courtage il y a 3 mois. Les relevés vont à une boîte postale, pas à la maison. La clarté froide en moi s'est approfondie, s'est transformée en glace. Combien? Plus de 40 000 jusqu'à présent. Ça vient du compte d'épargne de la maison, celui pour le nouveau toit, le toit qui avait désespérément besoin d'être remplacé, le toit dont il m'avait dit la semaine dernière qu'on devrait attendre parce que le marché était mauvais. Il cache des actifs. J'ai dit, le terme juridique me venant comme de très loin. Il se prépare. Sofia a corrigé, sa voix mortellement calme. Il planifie une sortie depuis un moment. La grossesse a juste accéléré son calendrier dégoûtant. J'ai regardé mon ventre plat, caché sous une tunique ample. Notre bébé, une chose dont il essayait de s'enfuir, financièrement et littéralement. J'arrive. J'ai dit, ma voix maintenant stable, froide. Je te vois demain. Clara, une dernière chose. Ne leur dis pas un mot, pas un texto, pas un email. Laisse-les se demander. Laisse-les transpirer. Tu viens de disparaître. La balle est dans leur camp. Voyons ce qu'ils en font. J'ai raccroché. J'ai suivi ses instructions. Le loueur de voitures, un terrain poussiéreux à la périphérie de Bakersfield, n'a pas scié devant la photo de mon permis. 1 heure plus tard, je conduisais une Toyota Corolla argentée banale vers le nord sur l'île 5, dans la direction opposée à Derek et Madison. La clim était à fond. Les crackers salés et l'eau étaient sur le siège passager. Mon nouveau téléphone a vibré. Pas un appel, un texto du numéro de Derek. Où es-tu? La maison à Sonoma est verrouillée. L'agent dit qu'on n'est pas sur la liste pour la boîte à clés. Tu as géré les détails de la location? J'ai fixé les mots. Non, tu vas bien? Non, je suis désolé. Juste une question bureaucratique sur une clé, une corvée que j'étais censé avoir ratée. Mes pouces ont hésité au-dessus de l'écran. La rage, chaude et sans mots, voulait se déverser. Le chagrin, épais et étouffant, menaçait de suivre. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis souvenu des mots de Sofia. Laisse-les se demander. Je n'ai rien tapé. Je suis allé dans ses contacts. J'ai appuyé sur bloquer cet appelant. Puis j'ai ouvert mon application de messagerie. J'ai créé un nouveau groupe. J'ai ajouté 2 contacts, Sofia et ma tante Lena, la sœur aînée réclusive et à la langue acérée de ma mère qui vivait dans un domaine carmélite et ne communiquait que par des cartes postales critiques et profondes. J'ai tapé un message. Sommet d'urgence nécessaire. Derek et Madison m'ont laissé à une station-service sur l'île 5. Je suis enceinte, seule, et ils cachent de l'argent. Je rentre à la maison. La guerre est déclarée. Sofia a répondu en 10 secondes. Avocate prête et en position. À demain. Conduis prudemment. La réponse de tante Lena a pris 1 minute de plus. C'était juste une ligne. Les silencieux ont toujours le dernier mot, chérie. Et le fonds fiduciaire.
Appelle-moi quand tu seras en sécurité. J'ai posé le téléphone. J'ai conduit. Les kilomètres se déroulaient, un ruban gris sous les pneus. À chaque kilomètre, un morceau de la femme que j'avais été, l'apologiste, l'accommodante, celle qui croyait que si elle essayait juste plus fort, était plus silencieuse, était meilleure, elle pourrait gagner sa place dans cette voiture, était arrachée, soufflée par la fenêtre sur l'autoroute. Elle avait disparu le temps que je me gare sur le parking du Hilton à San José. La femme qui s'est enregistrée, qui a commandé un club sandwich et un ginger ale au room service, qui a pris une longue douche chaude puis est restée en serviette à regarder son reflet encore plat dans le miroir embué, cette femme était quelqu'un de nouveau. Elle a placé une main sur son ventre. Ce n'est plus que toi et moi maintenant, petite, a-t-elle murmuré. Et on va s'en sortir. Son téléphone, en charge sur la table de nuit, s'est allumé. L'écran montrait une série d'appels bloqués, tous de Derek. Puis, un nouveau numéro est apparu, un indicatif de San Francisco, Madison. Elle l'a laissé sonner. À la 5e sonnerie, ça s'est arrêté. Une notification de messagerie vocale est apparue. La curiosité, ce vieux poison, l'a tirée. Elle s'est approchée, a tapé la notification, et l'a mise sur haut-parleur. La voix de Madison, nette et totalement dépourvue d'inquiétude, a rempli la chambre d'hôtel silencieuse. Clara, ça devient ridicule. Ta petite comédie a causé beaucoup de désagréments. On est à la maison. On a faim. Derek doit travailler demain matin. Quelle que soit la crise que tu fais, il est temps d'être adulte et de rentrer à la maison. Il y a le dîner à préparer. Rappelle-moi. Clic. La femme en serviette a fixé le téléphone. Puis, un lent sourire glacé a touché ses lèvres. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un mathématicien qui vient de résoudre pour X et a trouvé que la réponse était 0. Le sourire de quelqu'un qui a enfin vu le plan de sa propre cage. Elle a pris le téléphone. Elle a tapé une seule phrase en réponse. Une phrase qui était une clé tournant dans une porte verrouillée depuis longtemps. Une phrase qui était une déclaration d'indépendance. Serve cold. Elle a appuyé sur envoyer. Puis, elle s'est mise dans le lit d'hôtel propre, a éteint la lumière, et est tombée dans un sommeil profond et sans rêve pour la première fois depuis des mois. La clé a tourné dans la serrure de notre maison édouardienne de San Francisco avec un son à la fois familier et étranger. Mikey dans ma serrure. La maison sur Liberty Street était sombre, silencieuse, et surtout, vide. Je les avais devancés à la maison. Je me tenais dans le vestibule, ma valise un garde silencieux à mes côtés, et j'ai respiré l'air vicié. Ça sentait le polish au citron et le parfum légèrement écœurant de Madison, Chanel No. 5, une fragrance qu'elle portait comme une armure. Pendant 3 semaines, cette odeur s'était infiltrée dans les rideaux, les tapis, les murs même de la maison que j'avais peinte moi-même. Ma maison. Une certitude calme et froide s'était installée dans mes os pendant les 2 heures de route depuis San José. Sophia m'avait retrouvé à l'hôtel ce matin-là. Sa mallette pleine de documents et ses yeux pleins de feu. On a parlé pendant 3 heures. On avait un plan, une stratégie. Ça commençait par le silence et se terminait par l'éviscération. Étape 1, reprendre mon territoire. Je n'ai pas allumé les lumières. J'ai roulé ma valise à l'étage. Les roues faisaient un bruit doux sur le parquet. Je ne suis pas allé dans la chambre principale, mais dans la chambre que j'avais partagée avec Derek, où Madison avait rangé ma boîte à bijoux et réorganisé mon placard par couleur. Son spectre de couleur préféré. Je suis allé dans la chambre d'amis, celle destinée au bébé, celle dont la porte se verrouillait. Je me suis changé en jean doux et usé et un simple t-shirt noir. Une armure d'un autre genre. Puis, je suis descendu à la cuisine. J'avais faim. Le bébé avait faim. J'ai ouvert le réfrigérateur. Les étagères étaient méticuleusement organisées avec des contenants en verre et des étiquettes dans la cursive parfaite de Madison. J'ai trouvé le contenant marqué salade de poulet, déjeuner seulement. Je l'ai sorti, me suis fait un généreux sandwich sur du pain au levain, versé un grand verre de lait, et j'ai mangé debout à l'îlot, regardant le jardin au crépuscule. Je lavais mon assiette quand j'ai entendu la porte du garage grincer en s'ouvrant. Mon rythme cardiaque n'a même pas accéléré. C'était un tambour lent et régulier. La porte du garage à la cuisine s'est ouverte en grand.
Derek est entré en premier, son visage un nuage d'orage de frustration. Madison a suivi, portant un sac de course réutilisable. Son expression pincée. Ils se sont arrêtés net en me voyant. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le seul son était le goutte-à-goutte du robinet que je venais de fermer. Derek a retrouvé sa voix en premier. Elle était serrée, contrôlée, la voix qu'il utilisait avec les analystes juniors qui avaient merdé. « Où diable étais-tu » Je me suis appuyé contre le comptoir, croisant les bras. « Ici. On t'a appelé pendant 24 heures. » Il a explosé, le contrôle se brisant. On a dû prendre un hôtel à Sonoma. On a roulé tout le chemin du retour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Tu m'as laissé à une station-service, Derek, pendant que je vomissais. Tu es parti. Il a eu la décence d'avoir l'air momentanément mal à l'aise, mais Madison a avancé, posant son sac sur le comptoir avec un bruit sourd définitif. On était mort d'inquiétude, a-t-elle dit, son ton laissant entendre que j'avais causé un désagrément personnel. Tu ne pouvais pas répondre au téléphone? Tu ne pouvais pas envoyer un simple texto? C'était puéril. Clara, totalement puéril. On avait des plans, des engagements. Je les fixais. Vous étiez inquiet. Si inquiet que tu as jeté ma valise sur l'asphalte et m'as dit de me débrouiller toute seule. Tu étais hystérique, Derek est intervenu, passant une main dans ses cheveux. Tu nous as fait rater la sortie. L'ami de maman nous attendait pour le déjeuner. Tu sais à quel point cette connexion est importante pour moi. Ah, voilà. Eleanor Whittaker. L'ami de Madison, dont le fils était directeur général dans une entreprise rivale. Ce voyage n'avait jamais été pour un week-end dans le pays du vin. C'était une opportunité de réseautage. J'étais l'appendice gênant qui était tombé malade au mauvais moment. Je vois, ai-je dit, hochant lentement la tête. Donc, pour résumer, mon état médical était un désagrément pour tes aspirations professionnelles. Par conséquent, abandonner ta femme enceinte au bord d'une autoroute était une solution justifiable. Ne sois pas dramatique, a reniflé Madison, ouvrant le réfrigérateur. Tu es là, non? Aucun mal n'a été fait. Maintenant, je suis épuisé. J'ai pris un beau poulet bio. Il faut le rôtir avec des herbes et du citron. Derek aime la peau croustillante. Les pommes de terre devraient être au four maintenant. Elle a sorti le poulet et l'a posé sur le comptoir, me regardant avec attente. C'était l'attente qui a tout déclenché. La certitude absolue et inébranlable que j'allais maintenant enfiler un tablier et leur préparer le dîner. Que les 24 heures précédentes étaient un petit incident mineur, une crise à ignorer, et que l'ordre naturel où j'existais pour servir leurs besoins allait maintenant reprendre. Je n'ai pas bougé. Clara, a dit Derek, sa voix un avertissement. Maman te parle. Elle a eu une longue journée. Je me suis poussé du comptoir. Je suis allé au bloc de couteaux, et lentement sorti le couteau de chef. J'ai vu Derek se tendre légèrement. Je l'ai ignoré. J'ai pris un citron du bol de fruits, une tête d'ail, un bouquet de romarin du petit pot sur le rebord de la fenêtre. Je les ai placés proprement sur la planche à découper à côté du poulet. Puis, j'ai regardé Madison droit dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, ai-je dit, ma voix claire et portant dans la cuisine silencieuse, je ne cuisine plus que pour moi. Le silence était profond. La bouche de Madison s'est réellement entr'ouverte un peu. Derek a aboyé un rire incrédule. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, ai-je répété, en articulant chaque mot, je ne préparerai plus de repas que pour moi-même. Si vous avez faim, la cuisine est juste là. Servez-vous. Madison s'est reprise la première, son visage rougissant d'un rouge lait. Comment oses-tu? Après le stress que tu nous as fait subir? Après la scène honteuse, tu vas préparer ce dîner et tu vas t'excuser. Non, ai-je dit simplement. J'ai pris le couteau et commencé à trancher le citron. Le parfum d'agrumes explosant dans l'air. Je ne le ferai pas. Derek a fait un pas vers moi. Clara, arrête ça. Ce n'est pas drôle. Cuis ce fichu poulet. J'ai posé le couteau. Ce n'est pas une demande, Derek. C'est une nouvelle politique, l'une parmi beaucoup d'autres.
ta mère déménagera d'ici la fin de la semaine, et toi et moi devons parler des 42 000 $ manquants sur le compte d'épargne de la maison. La couleur a quitté son visage si complètement que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. C'était un coup dans le noir. Sophia ne savait que pour le nouveau compte, pas la source exacte, mais sa réaction a tout confirmé. Quoi, qu'est-ce que tu racontes? A-t-il bafouillé. L'argent du toit, Derek. L'argent que tu as dit qu'on n'avait pas parce que le marché était mauvais. L'argent que tu as versé dans un compte de courtage séparé ces 3 derniers mois. J'ai gardé mon regard verrouillé sur le sien. Tu planifiais un nouveau toit ou une nouvelle vie? Madison nous a regardés tour à tour. La confusion remplaçant momentanément sa fureur. Derek, de quoi est-ce qu'elle radote? Elle a perdu la tête, a-t-il craché, mais la panique dans ses yeux était indéniable. Le stress de la grossesse, elle est paranoïaque, elle invente des choses. Vraiment? J'ai plongé la main dans ma poche arrière et sorti le téléphone prépayé bon marché. J'ai tapé l'écran et affiché une photo que l'enquêteur de Sophia avait envoyée, un cliché flou mais reconnaissable de l'entête d'un relevé de courtage, envoyé à une boîte postale à Auckland. Je l'ai levé. Alors, qu'est-ce que c'est? Il a plongé vers le téléphone. J'ai été plus rapide, le reprenant. Tu m'espionnes? A-t-il rugi. Tu m'as abandonné, ai-je riposté, ma propre voix s'élevant pour la première fois. Tu m'as laissé malade et impuissante. Qu'est-ce que tu croyais qu'il arriverait? Que je rentrerais tranquillement et te ferais un pain de viande? Tu as commencé cette guerre, Derek. Je choisis juste mes armes. Sors, a sifflé Madison, pointant un doigt tremblant vers la porte. Sors de cette maison, petite sorcière ingrate. J'ai réellement souri. Ça faisait bizarre sur mon visage. C'est ma maison, Madison. L'acompte venait de l'assurance vie de ma mère. Le titre est à mon nom. Si quelqu'un part, c'est toi. Et quant à toi, ai-je dit en me tournant vers Derek, tu peux dormir dans la chambre d'amis. Notre chambre est interdite. Je me suis retourné et suis sorti de la cuisine. Je n'ai pas couru. J'ai marché lentement, délibérément, dans les escaliers. Mes jambes tremblaient, mais d'adrénaline, pas de peur. Derrière moi, j'ai entendu l'explosion. Elle ne peut pas faire ça, a hurlé Madison. Elle sait. Maman. Oh mon Dieu, elle sait pour le compte. Comment elle sait? Tu as dit que c'était sécurisé. Je ne sais pas. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis. Je l'ai verrouillée. Le son du verrou glissant dans la gâche était le clic le plus satisfaisant que j'avais jamais entendu. Je me suis effondré sur le lit, mon souffle venant enfin en halètement tremblant. La confrontation avait duré moins de 10 minutes. Elle avait tout changé. 1 heure plus tard, les cris en bas s'étaient calmés en un murmure bas et tendu. Je sentais quelque chose brûler. Probablement le poulet, oublié dans le four. Je m'en fichais. Mon nouveau téléphone a vibré. Un texto de Sophia. Statut? J'ai tapé en retour. Premier coup porté. Il sait que je sais pour l'argent. J'ai dit à la dame dragon de déménager. Actuellement barricadée dans la chambre du bébé. Sa réponse était instantanée. Excellent. Tiens la ligne. N'engage pas davantage ce soir. Laisse-les mijoter. Les dispositifs d'enregistrement sont dans le panier Amazon. On les aura demain. Suivant. J'ai appelé le numéro que tante Lena m'avait donné. C'était un indicatif de Carmel. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Clara. Chérie, tu es en sécurité? Je suis dans la maison. C'est tendu. Je m'en doute. Les hyènes tournent autour de la lionne blessée. Pour découvrir qu'elle a fait pousser des dents de sabre. J'ai entendu le sourire dans sa voix. Le fonds fiduciaire de ta mère. Il est temps qu'on parle des détails. Sophia a dit qu'il s'active quand j'ai 30 ans ou quand j'ai un enfant. Correct. Le capital est de 3 millions. C'était l'héritage de ta mère de ton grand-père, qu'elle a placé dans un trust discrétionnaire pour toi avant de partir. Elle avait des soupçons sur Derek. Elle voulait que tu aies une porte de sortie qu'il ne pourrait pas toucher. Des larmes, chaudes et soudaines, ont piqué mes yeux.
Ma mère, partie il y a 5 ans d'un cancer du sein, me protégeait encore. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Les instructions de ta mère étaient claires. Je ne devais intervenir que si tu étais en danger réel. Un homme qui abandonne sa femme enceinte sur une autoroute est qualifié dans mon livre. Le fiduciaire est un vieil ami à moi, Arthur Finch. Il prépare les documents maintenant. Tu auras accès au fonds dans les 72 heures. 3 millions de dollars. C'était une somme inimaginable. Une forteresse. Lena, merci. Ne me remercie pas. Utilise-le. Utilise-le pour l'enterrer. Maintenant, écoute. La clé pour gagner une guerre n'est pas seulement d'avoir des ressources, c'est le renseignement. Qu'est-ce qu'il valorise le plus? Sa réputation, son image, sa liberté. Commence par là. On a parlé 20 minutes de plus. À la fin, j'avais une liste de noms, un enquêteur privé en qui Lena avait confiance, discret et impitoyable. Ma chérie, un comptable judiciaire, il trouvera chaque centime que Derek a jamais caché. Et un consultant en relations publiques pour quand ça deviendra sale, et ça le deviendra. Quand j'ai raccroché, le monde avait basculé sur son axe. Je n'étais plus une victime dans une pièce verrouillée. J'étais un général dans sa salle de guerre. J'ai attendu que la maison soit silencieuse, passé minuit. Je suis sorti discrètement de ma chambre. La porte de la chambre principale était fermée. Derrière, j'entendais le son étouffé de la télévision. Derek était là, probablement sur son téléphone, paniquant. Je me suis déplacé comme un fantôme dans le couloir jusqu'à son bureau à domicile, une petite pièce qu'il utilisait pour travailler tard. La porte n'était pas verrouillée. Je me suis glissé à l'intérieur, et fermé la porte, et n'ai pas allumé la lumière. Le lampadaire dehors jetait une pâle lueur argentée sur le bureau. Je savais ce que je cherchais, un ancien iPhone 8, celui qu'il avait mis au rebut il y a 6 mois quand il avait eu le dernier modèle. C'était un collectionneur de technologie, il ne jetait jamais rien. Je l'avais vu une fois dans son tiroir du bas, en cherchant une agrafeuse. J'ai ouvert doucement le tiroir. Il était là, dans un enchevêtrement de vieux câbles et de clés USB mortes. Je l'ai pris. L'écran était fissuré, mais il avait de la batterie. Il l'utilisait comme iPod pour la voiture. Mon pouce a hésité au-dessus du bouton. C'était ça, le point de non-retour. Si je faisais ça, je saurais des choses que je ne pourrais jamais oublier. Sophia avait été claire. En Californie, le divorce était sans faute, mais des preuves d'adultère pouvaient affecter la pension alimentaire, surtout si des fonds matrimoniaux étaient utilisés. Plus que ça, j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la preuve, pas seulement pour un juge, mais pour moi-même. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé, demandant un code. J'ai essayé son habituel, les 4 derniers chiffres de son numéro de sécurité sociale. Refusé. J'ai essayé sa date de naissance. Refusé. J'ai essayé la date de notre mariage. Refusé. J'étais sur le point d'abandonner quand je me suis souvenu, le code du clavier du garage, celui qu'il avait changé l'année dernière parce que Madison trouvait que l'ancien était trop facile à deviner. 0915, l'anniversaire de son père. J'ai entré les chiffres. L'écran d'accueil s'est épanoui en vie. Pendant un moment, j'ai juste fixé, mon cœur battant contre mes côtes. Puis j'ai ouvert ces messages. Les récents avaient disparu, synchronisés avec son nouveau téléphone. Mais sous les fils vides il y avait les anciens, sauvegardés, jamais supprimés. J'ai fait défiler, et il y était, un fil avec un contact enregistré comme B, travail. Le dernier message datait d'il y a 6 mois. Derek, je n'arrête pas de penser à la nuit dernière. B, travail. Moi non plus. Quand est-ce que je peux te revoir? Derek, conférence à Napa la semaine prochaine. Je réserverai une chambre séparée. B, travail. J'y serai. J'ai hâte. C'est tellement dur. Derek, je sais, mais ça en vaudra la peine. Bientôt. J'ai eu physiquement la nausée. J'ai fait défiler vers le haut. Des photos. Des photos floues, intimes que je n'avais pas besoin de voir clairement pour comprendre. Des plans, des mensonges, des surnoms. Bianca,
elle s'appelait Bianca, du département marketing. Je l'avais rencontrée à la fête de fin d'année. Elle avait complimenté ma robe. Puis j'ai vu un autre fil, mélangé, un numéro non enregistré, mais je reconnaissais l'indicatif, celui de Madison. Inconnu. Elle devient trop à l'aise. La grossesse change les choses. Derek, je sais, mais l'argent n'est pas encore prêt. Inconnu. Accélère. Un enfant t'attache à elle pour toujours. Tu dois être libre avant sa naissance. Derek, j'essaie. Elle surveille les comptes. Inconnu. Alors sois plus malin. Tu as des options. Bianca est une bonne fille, d'une bonne famille. Elle comprend tes ambitions. Derek, B comprend. On a un plan. B, Bianca. Ils avaient un plan qui impliquait mon argent, ma maison, et mon bébé étant un lien gênant à rompre. Le dernier fil a gelé la glace dans mes veines. C'était entre Derek et le numéro inconnu, d'il y a seulement 2 semaines. Inconnu. Tu as déjà parlé à un avocat? Derek, consultation mardi prochain. Il dit qu'avec le contrat de mariage, et si on peut montrer qu'elle est instable, on peut aller vite, surtout avec les hormones de grossesse. Peut-être même obtenir une évaluation psy. Inconnu. Bien. Le plus tôt sera le mieux. Je m'occuperai de Clara le moment venu. Elle est plus faible qu'elle n'en a l'air. J'ai arrêté de lire. J'ai posé le téléphone sur le bureau. Ma main était stable malgré le tremblement dans mon âme. Je l'avais, le plan de ma trahison. Pas un crime passionnel, mais une prise de contrôle corporative froide et calculée de ma vie. J'ai sorti mon nouveau téléphone. J'ai pris des photos, capture d'écran après capture d'écran. J'ai documenté chaque textoville, chaque point du complot. Je les ai envoyés par email à Sophia, à Lena, à un compte cloud secret. Puis, soigneusement, j'ai essuyé mes empreintes du vieux téléphone et les replacées exactement comme je l'avais trouvé. Je suis retourné dans la chambre d'amis. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise par terre, le dos contre la porte verrouillée, et j'ai planifié. Le soir suivant, je suis sorti. J'avais passé la journée au téléphone avec Sophia et Lena, solidifiant la stratégie. J'avais aussi appelé mon OBGYN et déplacé tous mes rendez-vous vers une clinique différente, une que Derek ne connaissait pas. J'avais changé tous mes mots de passe, ouvert un nouveau compte bancaire avec le premier virement du trust, et retenu formellement le cabinet d'Arthur Finch. La guerre était coûteuse. J'étais maintenant financé. Je suis entré dans la cuisine. Derek et Madison étaient à table en train de manger du chinois à emporter dans des cartons. L'atmosphère était glaciale. Ils ont levé les yeux quand je suis entré. Il faut qu'on parle, ai-je dit, ma voix calme. Derek a posé ses baguettes. Si tu es là pour répéter tes accusations folles, je suis là pour te dire comment ça va se passer. Je l'ai interrompu. J'ai tiré une chaise et me suis assise face à eux. J'ai vu un avocat. Mon avocat. J'ai déposé une demande de séparation légale. Tu seras servi avec les papiers demain à ton bureau. Derek a pâli. Tu ne peux pas être sérieuse. Mortellement. La maison est à mon nom. Toi et ta mère avez 30 jours pour trouver d'autres logements. Je serai généreuse. Je ne commencerai pas de procédure d'expulsion formelle avant ça. Mais elle, j'ai pointé Madison, part d'ici la fin de cette semaine. Ce sont mes conditions. Tu n'as aucun droit. Madison a bredouillé. J'ai tous les droits. Maintenant, quant aux divulgations financières que mon avocat demandera, je te suggère d'être minutieux. Derek, cacher des actifs dans un divorce, surtout des biens communautaires, est mal vu par les tribunaux. Il transpirait maintenant. Clara, écoute-moi. C'est une erreur. On peut arranger ça. C'était une dispute stupide. J'étais stressé par le travail. Tu étais stressé par le travail. J'ai répété lentement. Donc tu es parti et tu m'as laissé. Et tu es stressé par le travail depuis des mois. C'est pourquoi tu as siphonné nos économies. Et tu as été tellement stressé que tu as Bianca du marketing et planifié un avenir avec elle. La pièce est devenue absolument silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur.
Le visage de Derek était un masque de pure terreur non diluée. « Qui t'a dit ça ?» a-t-il murmuré. « Toi. » Je me suis penché en avant. « Sur ton vieux téléphone. Celui dans ton bureau. Celui avec tous les textos. Ceux à Bianca. Et ceux à ta mère. » Complotant comment se débarrasser de la femme enceinte avant qu'elle ne devienne trop de problèmes. Madison s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant. « Espèce de petite fouineuse-ville, assieds-toi, Madison, ai-je dit, sans élever la voix, ou j'appelle la police tout de suite et je te fais expulser pour violation de domicile. J'en ai fini. J'en ai fini avec tes insultes. Tes manipulations. Ton poison. Tu as 72 heures pour faire tes valises et sortir de ma maison. » J'ai ramené mon regard sur Derek, qui ressemblait à un animal piégé. « Et toi, tu peux dormir dans la chambre d'amis jusqu'à ce que tu trouves un endroit. Tu ne me parleras que pour les questions logistiques. Tu ne t'approcheras pas de moi. Si tu le fais, je ferai déposer une ordonnance restrictive si vite que ça te fera tourner la tête. » Je me suis levé. J'avais dit ce que j'avais à dire. Mais en me tournant pour partir, je me suis souvenu d'une dernière chose. Une dernière pièce du puzzle que l'enquêteur de Sofia avait déterré lors de son premier passage rapide. Quelque chose qui changeait complètement la donne. Je me suis retourné. Une dernière chose. Derek, tu devrais probablement appeler Bianca. Prendre des nouvelles. Voir comment elle va. Il a fixé, sans comprendre. L'enquêteur de mon avocat est très bon, ai-je dit, un sourire touchant mes lèvres qui n'atteignaient pas mes yeux. Il s'avère que Bianca voit aussi quelqu'un d'autre. Un vice-président senior de la firme tech que ton entreprise essaie de décrocher. Un joli triangle cosy. Je me demande ce que ton département RH en pensera. Ou le barreau, d'ailleurs, puisque ton petit plan pourrait être considéré comme un conflit d'intérêts. Sinon de l'espionnage corporatif. J'ai laissé ça flotter dans l'air, regardant les derniers vestiges de couleur quitter son visage. Mais c'est ton problème maintenant, pas le mien. Bon appétit. Je suis sorti de la cuisine, les laissant dans un silence stupéfait et terrifié. En montant les escaliers, j'ai entendu le premier crash d'une assiette ou d'un carton heurtant le mur, suivi du rugissement de rage impuissante de Derek. Je n'ai pas tressailli. Je suis entré dans la chambre d'amis, et verrouillé la porte, et passé le premier appel à l'enquêteur privé discret et impitoyable de Lena. La rébellion silencieuse était terminée. La guerre ouverte avait commencé. Le silence dans la maison après ma déclaration était une chose vivante. Ce n'était pas paisible. C'était épais, chargé, attendant d'être brisé. J'ai passé les 2 jours suivants dans ma chambre verrouillée, une reine dans sa tour fortifiée, conduisant la guerre par téléphone. Mon premier appel était pour le gars de Lena, l'enquêteur privé. Son nom était Marcus Thorne, et sa voix au téléphone était un baryton sec et calme, totalement dépourvu de jugement. « Madame Mitchell, Lena m'a briefé. Ça l'affaire. Ça l'est. J'ai besoin de plus sur Bianca. Tout. Et j'ai besoin de savoir si mon mari planifie des mouvements financiers soudains. Liquidation, gros retrait, n'importe quoi. Considérez que c'est fait. J'aurai un rapport préliminaire sur la femme dans 24 heures. Pour les finances, je travaillerai avec le comptable judiciaire recommandé par Lena. On suivra la piste de l'argent. Elle mène toujours quelque part d'intéressant. » Il a marqué une pause. « Lena a aussi mentionné que vous pourriez avoir besoin de surveillance domestique. Pour votre tranquillité d'esprit. » J'ai pensé à Derek fulminant quelque part dans la maison. Oui. Caméra discrète. Capable d'enregistrer l'audio. Les zones communes. Je veux un enregistrement de chaque interaction. Elles seront livrées aujourd'hui. Petites, sans fil, magnétisées. Placez-les vous-même. Le flux sera sécurisé. Mon appel suivant était pour Sofia. Je leur ai parlé de Bianca, des textos, de tout. Elle a laissé échapper un sifflement bas. Comment il l'a pris? Comme un rat acculé. Il a peur. Madison est juste de la haine pure. Elle est censée être partie d'ici la fin de la semaine. Je ne retiens pas mon souffle. Ne t'inquiète pas pour ça. L'avis d'expulsion pour elle est en cours de rédaction. C'est une courtoisie. Celui pour Derek suivra à la marque des 30 jours.
Tu as eu des nouvelles de son avocat? Pas un bruit. Ce qui est bizarre, non? Il devrait s'entourer d'avocats agressivement. Ce n'est pas bizarre, a dit Sophia, une note de satisfaction sinistre dans la voix. Ça veut dire qu'il panique. Il planifiait une attaque surprise. Et tu viens de faire exploser son manuel. Il doit trouver un avocat qui accepte un client qui a été pris en train de cacher des actifs et de commettre un adultère. Ça réduit le champ. Profite du calme. Ça ne durera pas. Le calme s'est terminé ce soir-là. J'étais dans la cuisine en train de me faire du thé quand Derek est entré en trombe. Son visage était hagard. Sa cravate lâche. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il faut qu'on parle. Sans les drames. Je me suis appuyé contre le comptoir en berçant ma tasse. Parle. Tu ne peux pas sérieusement avoir l'intention de faire ça. De me jeter hors de ma propre maison. C'est ma maison. Et je ne te jette pas dehors. Je te donne 30 jours. C'est plus que généreux compte tenu que tu m'as laissé pour morte sur une autoroute. Il a tressailli mais a continué. C'est cette histoire de Bianca. Ce n'est pas ce que tu penses. Je l'ai juste fixé en sirotant mon thé. C'était une erreur, a-t-il explosé. Une stupide erreur de crise de la quarantaine. C'est fini. Ça fait des mois que c'est fini. D'après tes textos d'il y a 6 semaines, c'était très actif et impliqué de planifier un avenir. Mon argent finançait cet avenir. Derek, notre argent du toit. Ma voix était plate, froide. Garde la performance pour quelqu'un qui pourrait encore s'en soucier. Son masque de contrition s'est fissuré, révélant la fureur en dessous. Qu'est-ce que tu veux de moi, Clara? Que je supplie? Que je me mette à genoux? Je veux que tu signes l'accord de séparation que mon avocat t'enverra. Je veux que tu rembourses les 42 000 $ plus la moitié de tout gain que tu as fait sur notre compte joint. Ensuite je veux que tu déménages. C'est tout. Et le bébé, a-t-il riposté, une nouvelle lueur calculatrice dans les yeux. Mon enfant. Tu penses que tu peux juste m'exclure? Un doigt froid a tracé ma colonne vertébrale. Personne ne t'exclut. On établira un arrangement de garde par les tribunaux. Comme des gens civilisés. La garde? Il a lâché un rire court et laid. Un juge voudra savoir quel genre de mère abandonne sa famille. Essaie de chasser le père de sa maison. Une mère instable. Qui est émotionnellement volatile à cause des hormones de grossesse. Il répétait la ligne de son texto à Madison. La menace d'évaluation psy. La glace dans mes veines s'est durcie en diamant. Tu me menaces de me poursuivre pour la garde exclusive, Derek? En utilisant ma grossesse contre moi. Je dis, a-t-il dit, se penchant en avant, que si tu me traînes dans un divorce sale, je me battrai pour mon enfant et je gagnerai. Qui penses-tu qu'un juge croira? Un père stable, financièrement sécurisé. Ou une femme hystérique qui a coupé son propre mari et s'est enfermée dans une pièce? J'ai posé ma tasse avec un claquement sec. Financièrement sécurisé avec un compte de courtage caché et un emploi qui est sur le point d'être en péril quand ton aventure avec une subordonnée qui couche aussi avec un client deviendra publique? J'ai souri. Ça faisait prédateur. Et quant à la stabilité, Derek, tu as laissé ta femme enceinte en train de vomir au bord de la route. J'ai une demande de vidéosurveillance de la station-service en cours avec mon avocate. Je me demande comment ça jouera en cours familial. Le sang a quitté son visage. Il n'avait pas pensé aux caméras. Sors de ma vue, ai-je dit, ma voix basse, et dis à ta mère que son temps est écoulé dans 48 heures. Si ses affaires ne sont pas parties, elles seront sur la pelouse. Je lui ai tourné le dos, un mouvement rempli de plus de pouvoir que n'importe quel mot crié. Je l'ai entendu rester là, bouillonnant, pendant une minute entière avant qu'il ne sorte en trombe. Le rapport préliminaire de Marcus Thorne est arrivé par email crypté le lendemain matin. Je l'ai lu dans ma chambre verrouillée, un étrange détachement s'installant sur moi. Bianca Lewis, 28 ans, associée marketing dans l'entreprise de Derek. Les photos que Marcus avait incluses étaient des portraits professionnels et des clichés candis. Elle était jolie d'une manière tranchante et ambitieuse. Le rapport était concis. Elle vivait dans un appartement branché à North Beach, conduisait un coupé Lexus, et le plus intéressant, avait été vue plusieurs fois en compagnie d'un certain Robert Bobby Darnell,
45 ans, vice-président senior des partenariats stratégiques chez Texfer. Un client clé que l'entreprise de Derek essayait désespérément de séduire. Marcus avait inclus une photo floue au téléobjectif de Bianca et Bobby Darnell entrant dans un hôtel-boutique à Sausalito, l'air complice. Le tampon de date était d'il y a 3 jours. Je n'ai rien ressenti. Pas de jalousie, pas de cœur brisé, juste une fureur froide et clarifiante. Ce n'était pas une aventure amoureuse. C'était un gâchis transactionnel. Derek l'utilisait comme plan d'évasion. Elle l'utilisait comme marchepied ou plan B pour Bobby Darnell, et j'étais l'obstacle à éliminer. Attaché était un second fichier, un aperçu financier. Au cours des 72 dernières heures, Derek n'avait pas touché le compte de courtage caché, mais il avait maximisé une carte de crédit commune que j'avais oubliée et qui avait une limite de $10 000 pour les avances de fonds. Il construit une caisse de guerre, a dit Sophia quand je l'ai appelé. Le liquide est plus dur à tracer. Il s'entoure d'avocats, probablement un requin. Attends-toi à recevoir des papiers bientôt, probablement alléguant une détresse émotionnelle et essayant d'obtenir une ordonnance temporaire le gardant dans la maison. Qu'est-ce que je fais? Tu prends les devants, aujourd'hui. Je dépose une demande d'ordonnance restrictive temporaire basée sur l'abandon et le langage menaçant concernant la garde. Elle pourrait ne pas être accordée, mais ça crée un dossier. Ça montre au tribunal qu'il est agressif. Ça pourrait aussi, a-t-elle ajouté, faire sortir son avocat. Ils devront répondre. Fais-le. Ensuite, j'ai texto à Marcus. Peux-tu me trouver un contact pour la femme de Bobby Darnell? La réponse est venue vite. Déjà dessus. Son nom est Élise. Elle est au conseil d'administration du ballet de SF. J'aurai un numéro sécurisé pour toi d'ici la fin de la journée. Les pièces bougeaient. J'ai ressenti une satisfaction sinistre. Je ne réagissais plus seulement. J'initiais. Madison est partie cet après-midi-là. Je l'ai entendu halter et souffler, traînant une valise dans les escaliers. Derek était au travail, probablement en réunion avec son nouvel avocat. J'ai attendu d'entendre le taxi klaxonner dehors. Puis je suis descendu. Elle était dans le vestibule, portant une robe florale voyante et un chapeau, comme si elle partait en croisière plutôt que d'être expulsée. Elle s'est retournée, ses yeux brûlants d'une pure et non diluée venimosité. Tu as détruit ma famille, a-t-elle sifflé. Tu as aidé, ai-je répondu calmement, à chaque étape du chemin. Il te verra pour ce que tu es, une avide et sans cœur. Il te prendra cet enfant. Tu ne seras rien, seul. J'ai ouvert la porte d'entrée. La lumière vive de l'après-midi est entrée à flot. Au revoir, Madison. N'appelle pas. Ne viens pas. Tu n'es pas la bienvenue ici, plus jamais. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement me cracher dessus. Au lieu de ça, elle s'est redressée. Ce n'est pas fini. Pour toi, ai-je dit, ça l'est. Elle est sortie d'un pas raide vers le taxi. J'ai fermé la porte, l'ai verrouillée, et me suis appuyé contre elle. La maison était à moi à nouveau. Le silence qui est descendu cette fois était doux. Il a duré environ 4 heures. La sonnette a retenti, aiguë et insistante. Je n'attendais personne. Je suis allé à la fenêtre du salon, regardant à travers les stores. Un coupé noir élégant était garé au bord du trottoir. Une femme était sur mon porche. Elle était grande, blonde, et impeccablement habillée dans un tailleur pantalon crème. Elle avait l'air vaguement familière, son visage tendu par l'anxiété. Il m'a fallu un moment. Bianca. Mon cœur a fait un drôle de petit sursaut, pas de peur, mais d'anticipation. Je n'avais pas prévu qu'elle vienne à moi. J'avais prévu d'aller à elle via Élise Darnell. C'était plus tôt. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité et un désir féroce de la regarder dans les yeux l'ont emporté. J'ai vérifié que la caméra discrète sur l'étagère était bien orientée. Puis je suis allé ouvrir la porte. Puis-je vous aider? Ai-je demandé, ma voix neutre. Bianca a eu l'air surprise, comme si elle s'était attendue à une bonne ou à une épouse hagarde et en pleurs. Je n'étais ni l'une ni l'autre. J'étais calme, propre, et debout dans l'embrasure de ma maison. Clara, je suis Bianca. De l'entreprise de Derek? Elle l'a dit comme une question. Je sais qui tu es,
ai-je dit. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle a vacillé. J'ai besoin de te parler. C'est important. À propos de Derek. Je t'écoute. Elle a jeté un regard nerveux vers la rue calme. Je peux entrer, s'il te plaît? C'est délicat. J'ai reculé, ouvrant plus grand la porte. Je l'ai menée au salon, pas à la cuisine plus intime. J'ai pris un fauteuil, lui laissant le canapé, mettant de la distance entre nous. Elle s'est perchée sur le bord du coussin, son sac cher serré sur ses genoux comme un bouclier. Il m'a dit que tu savais pour nous. Je sais. Ce n'était pas comme ça que ça paraît, a-t-elle commencé, la ligne répétée sortant en cascade. J'ai levé une main. Arrête. Garde ça. J'ai lu les textos. J'ai vu les photos. Je sais pour le plan, celui où toi et sa mère avaient décidé que j'étais un obstacle à éliminer avant la venue du bébé. Son visage est devenu pâle. Il t'a dit ça? Il n'a pas eu à le faire. J'ai les messages, Bianca, entre lui et sa mère, complotant. Donc, tu peux sauter le discours, on n'a jamais voulu faire de mal à personne. C'est insultant pour nous deux. Pourquoi es-tu ici? Sa composure s'est fissurée. Une larme, peut-être réelle, peut-être pas, a coulé sur sa joue. Il te ment, et il me ment. Je suis enceinte. Le monde a légèrement basculé. J'ai agrippé les bras de mon fauteuil. Quoi? 10 semaines, a-t-elle murmuré. Je viens de l'apprendre. Je l'ai dit à Derek. Il a paniqué. Il a dit que ce n'était pas le moment. Il a dit qu'il devait d'abord régler les choses avec toi, mettre ses finances en ordre. Elle m'a regardé, ses yeux suppliants. Il a dit qu'une fois libre, on serait ensemble. Mais maintenant, avec toi qui sais tout, il évite mes appels. Je pense qu'il va me laisser en plan. Un rire hystérique a bouillonné dans ma gorge. Je l'ai ravalé. Derek, le planificateur, le comploteur. Il avait mis non pas une, mais 2 femmes enceintes dans sa quête de quoi? Un nouveau départ? Et maintenant il était dépassé. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé, ma voix plate. Parce que tu devrais savoir quel genre d'homme il est. Il m'a utilisé. Il m'a dit que tu étais froide, que ton mariage était fini, que tu restais seulement pour l'argent. Il a dit qu'une fois divorcé de toi, il aurait assez de la maison pour recommencer à zéro avec moi. Les mots se sont déversés, un torrent d'amertume et de peur. Mais c'est un lâche. Il va fuir. De toi, de moi, de tout. Je l'ai étudié. La peur semblait réelle. L'humiliation était définitivement réelle. Tu savais pour l'autre homme? Ai-je demandé doucement. Bobby Darnell? Elle s'est figée. Le sang a quitté son visage, laissant son maquillage cru et évident. Comment tu sais ça? Je fais en sorte de savoir les choses, ai-je dit. Donc, soyons clairs. Tu couchais avec mon mari pour une promotion, ou un paiement, ou une sortie de ton entreprise, et tu couchais avec un client pour un meilleur deal, et maintenant tu es enceinte, et tu ne sais pas lequel est le père, et ils s'éloignent tous les deux. Elle m'a fixé, totalement exposé. La femme polie et ambitieuse des photos avait disparu, remplacée par une fille effrayée et acculée. Elle n'a pas nié. Elle a juste hoché la tête, un petit mouvement misérable. Qu'est-ce que tu veux de moi, Bianca? De la sympathie? Tu n'en auras pas. Un partenariat dans le statut de victime? Non merci. Je veux qu'il paie, a-t-elle sifflé, la vulnérabilité se transformant à nouveau en colère. Il m'a promis des choses. Il m'a fait croire. Je veux que tu le détruises. Ah, voilà. La vengeance, un objectif partagé, sinon pour des raisons partagées. Je n'ai pas besoin de ton aide pour ça, ai-je dit, mais l'information est toujours précieuse. Qu'est-ce qu'il planifie légalement? Elle a pris une inspiration tremblante, voyant une bouée. Il rencontre un avocat, Gordon Shaw. C'est un pitbull. La stratégie de Derek, il va prétendre que tu es émotionnellement instable, un danger pour toi-même à cause des hormones de grossesse. Il va demander la garde temporaire exclusive et l'usage exclusif de la maison, citant ton comportement erratique, le fait de l'enfermer dehors,
de faire des accusations folles. C'était exactement comme Sofia l'avait prédit, mais l'entendre confirmer a envoyé un nouveau frisson à travers moi. Il allait utiliser ma grossesse comme une arme pour prendre mon enfant, ma maison. Il essaie aussi, a ajouté Bianca, sa voix baissant, de prendre les devants sur l'histoire des actifs. Il déplace l'argent du compte de courtage, le convertit en crypto-monnaie. Je pense que quelque chose de plus dur à tracer. Il rencontre un gars demain, un courtier crypto. Maintenant ça c'était nouveau et actionnable. Je me suis levé. Merci pour l'information. Tu devrais partir maintenant. Elle a levé les yeux, surprise. C'est tout? Tu ne vas pas je ne sais pas faire quelque chose? Je le fais, ai-je dit, marchant vers la porte et l'ouvrant, mais je vais le faire à ma façon. Un mot de conseil, Bianca, prends un avocat, un bon, et réfléchis peut-être à qui est vraiment le père de ton enfant et ce que cet homme peut faire pour toi parce que Derek Mitchell est un navire qui coule et c'est moi qui tiens les torpilles. Elle est partie, les épaules affaissées. J'ai fermé la porte, les verrouillé, et immédiatement appelé Sofia. Tu ne vas pas croire qui vient d'apparaître à ma porte, ai-je dit, après avoir raconté la conversation. Sofia est restée silencieuse un moment. D'accord, c'est énorme. Bianca qui retourne sa veste est un cadeau, peu fiable mais un cadeau. Le coup de la garde est ce qu'on attendait, mais le mouvement crypto, c'est audacieux et stupide. Les juges détestent ça. C'est une dissipation flagrante des biens matrimoniaux. On peut l'arrêter. Si on connaît l'heure et le lieu de la réunion, on peut avoir Marcus là-bas. Photos, documentation. On peut aussi déposer une motion d'urgence pour geler tous les actifs, y compris les portefeuilles numériques, avant qu'ils ne déplacent l'argent. On doit agir vite. Je la rédige maintenant. On dépose demain matin à la première heure. Fais-le. Clara, ça devient sale. La menace de garde, c'est l'option nucléaire. Il ne joue pas. J'ai regardé par la fenêtre vers la rue calme, ma rue, ma maison, mon enfant grandissant en moi. Moi non plus. Sofia, lance les torpilles. La maison semblait différente avec Madison partie. L'air était plus léger, l'odeur oppressante florale de son parfum s'estompant progressivement. Sa chambre, qu'elle avait insisté pour appeler le solarium, était vide, un monument creux à son expulsion. J'avais fait changer les serrures le même après-midi. Les nouvelles clés semblaient lourdes et définitives dans ma main. Derek était un fantôme dans la maison. Il dormait dans la chambre d'amis au bout du couloir, se faufilant à la cuisine à des heures bizarres. On se déplaçait autour l'un de l'autre dans un balai tendu et silencieux, communiquant seulement par des notes sèches laissées sur le frigo ou via nos avocats. L'ordonnance restrictive temporaire n'avait pas été accordée, mais le dépôt avait fait son travail. Ça l'avait effrayé. Son avocat, Gordon Shaw, un homme à la voix comme du gravier et à l'éthique d'un ténia, avait répondu avec une contre-pétition cinglante, m'accusant d'aliénation d'affection et de manipulation financière. Les lignes de bataille étaient tracées dans des mémoires juridiques. Ma salle de guerre était la chambre d'amis. Mon ordinateur portable était un centre de commandement. Sofia, Marcus Thorne, et Arthur Finch, le fiduciaire du fonds de ma mère, étaient mes généraux. La première tranche d'argent avait atterri sur mon nouveau compte privé. Le chiffre à l'écran, 500 000 $ comme premier versement pour les dépenses de vie et légales, était encore surréaliste. Ce n'était pas juste de l'argent, c'était de l'oxygène. La motion d'urgence pour geler les actifs est devant le juge à 14 heures. La voix de Sofia a crépité dans le haut-parleur de mon ordinateur. Les photos de Marcus de Derek rencontrant un courtier crypto étaient le ticket d'or. Le juge ne sera pas amusé. On devrait avoir le gel d'ici la fin de la journée. Et la revendication de garde? Ai-je demandé, ma main reposant sur le léger renflement de mon ventre. À 14 semaines, je commençais juste à montrer. Le bébé était un allié secret, un rappel croissant de ce pourquoi je me battais. Shaw pousse fort en jouant la carte de la femme enceinte instable. Il pointe du doigt le changement de serrure, le dépôt de l'ordonnance restrictive, même ta conduite erratique depuis Bakersfield comme signe d'irrationalité. On contre que l'abandon de son conjoint est l'instabilité ultime. L'évaluateur de garde est prévu la semaine prochaine. Sois juste toi-même, Clara, une femme saine d'esprit et rationnelle protégeant son enfant d'un père trompeur. L'évaluateur verra à travers. Et Bianca?
J'avais donné à Sophia le compte rendu complet de sa visite surprise. Un joker, peu fiable, mais son information sur le mouvement crypto s'est vérifiée. Je ne la mettrai pas à la barre, mais son existence est un levier. Sean ne sait pas qu'on sait pour la grossesse. On garde cette carte près de nous. Après l'appel, j'ai regardé l'autre nom dans mes contacts, Élise Darnell. J'avais obtenu son numéro privé de Marcus. Je l'avais fixé pendant 2 jours, répétant ce que je dirais. Ce n'était pas pour me venger de Bianca. C'était pour déstabiliser le monde professionnel de Derek. Bobby Darnell était un client clé. Un scandale pouvait couler le dossier de Derek et sa carrière. J'ai pris une profonde inspiration et composé le numéro. Une voix fraîche et polie a répondu. Élise Darnell. Madame Darnell, mon nom est Clara Mitchell. Vous ne me connaissez pas, mais je crois que nous avons un problème en commun. Il concerne mon mari, Derek Mitchell, et votre mari, Robert. Il y a eu une longue pause. J'ai presque entendu le recalibrage prudent à l'autre bout. J'écoute. J'ai des raisons de croire qu'ils sont tous les deux impliqués romantiquement avec la même femme de l'entreprise de mon mari, une Bianca Lewis. J'ai des preuves. J'ai pensé que vous devriez être au courant avant que ça ne devienne public. Une autre pause, plus courte cette fois. Sa voix, quand elle est venue, était comme de l'acier glacé. Quel genre de preuves? Des textos, des photos, des dates, des heures, des registres d'hôtel. Mon mari planifiait de me quitter pour elle. J'ai depuis appris que ses intérêts étaient diversifiés. J'ai entendu le léger clic d'un clavier. Elle cherchait Bianca. Je vois, a dit Élise, sa voix mortellement calme. Et qu'est-ce que vous voulez, Madame Mitchell? Je veux un divorce, injuste. La réputation professionnelle de mon mari est une grande partie de sa valeur financière. Un scandale avec l'épouse d'un client serait préjudiciable. Je ne cherche pas à détruire votre mari, Madame Darnell. Je cherche à créer des conséquences pour le mien. Je vous informe par courtoisie. Ce que vous faites de l'information est votre affaire. La ligne est restée silencieuse pendant 10 secondes entières. Envoyez ce que vous avez à ce numéro, discrètement. Je vous contacterai. Elle a raccroché. J'ai expiré, mes mains tremblant. Je venais de lancer un missile. Je n'avais aucune idée où il atterrirait. Les retombées ont été rapides. 2 jours plus tard, Derek est rentré du travail avec l'air d'avoir été heurté par un camion. Son costume était froissé, ses yeux creux. Il m'a trouvé dans la cuisine en train de faire une salade. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il murmuré, sa voix rauque. Je n'ai pas levé les yeux, tranchant calmement un concombre. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Bobby Darnell, a-t-il explosé. Il vient de retirer un contrat de 5 millions de dollars de l'entreprise. Il a cité des préoccupations éthiques avec l'analyste principal. C'est moi. Clara, mon plus gros client, parti. Mon patron parle de me mettre en congé administratif. J'ai posé le couteau et l'ai enfin regardé. Ça ressemble à un problème à toi, Derek. Peut-être que tu ne devrais pas coucher avec des collègues ou les épouses de clients. C'est mauvais pour les affaires. La couleur a quitté son visage. Comment as-tu pu savoir? Je sais tout, Derek. Je sais que tu rencontrais un courtier crypto au bit béant sur Bryan Street mardi dernier à 15 h. Je sais que tu as essayé de déplacer 38 000 dollars. Le juge a gelé ce compte cet après-midi. Au fait, je sais que tu as dit à Gordon Shaw de viser la garde exclusive et je sais que Bianca est enceinte de 10 semaines. C'est le tien ou celui de Bobby Darnell? Ça doit être tellement confus pour toi. Il a reculé en titubant, heurtant le comptoir. L'ampleur de sa ruine commençait à lui apparaître. Chaque secret, chaque plan mis à nu. Tu es un monstre, a-t-il soufflé. Non, ai-je dit, reprenant le couteau. Je suis la conséquence. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un barbecue communautaire à préparer. Le barbecue d'été du quartier de Potrero, il était l'événement social de la saison pour notre bloc. Les années passées, je le redoutais. Madison tenant court, jugeant ma salade de pommes de terre, Derek faisant du réseautage pour des contacts. Cette année, j'ai répondu oui. Le moment où l'invitation est arrivée.
J'ai porté une simple robe marine à taille empire qui laissait deviner ma grossesse. J'avais l'air en bonne santé, calme et en contrôle. Je suis arrivé seul, portant un gobelet aux pêches acheté en magasin. Qu'il parle. Et j'ai immédiatement été enveloppé par une vague de murmures compatissants et de regards en coin. La nouvelle, alimentée par quelques mots placés soigneusement par moi aux plus grandes commères de la rue, s'était répandue. Il l'a laissée à une station-service, enceinte, et sa mère, tu imagines? Derek est arrivé plus tard, l'air tendu. Il avait été forcé de venir. Ne pas venir aurait été un aveu de culpabilité. Il a essayé de travailler la foule, mais ses sourires étaient forcés, ses rires contraints. Madison, heureusement, n'était pas là. J'avais entendu dire qu'elle était retournée à Atlanta, épuisée de sa visite. J'ai circulé, acceptant les condoléances, souriant doucement, ma main reposant sur mon ventre. J'étais l'image d'une grâce blessée digne jusqu'à ce que je voie la meilleure amie de Madison du bloc, Suzanne Grillet, coincée Derek près du bol de punch. Suzanne était Madison dans une autre enveloppe. Même jugement, même amour du drame. Je me suis approché, faisant semblant d'examiner un buisson d'hortensia. Juste affreux. Le stress sur ta mère. Suzanne claquait de la langue. Elle est une âme si délicate. Clara a toujours été si volontaire. Je l'ai dit à ta mère quand tu l'as épousée. Pas assez déférente. Derek, cherchant un allié, a hoché la tête avec lassitude. Ça a été une période difficile. Clara n'est pas elle-même. Les hormones de grossesse, tu sais comment c'est. Elle a fait des accusations folles. On espère juste le meilleur pour le bébé. C'était mon signal. La musique était basse. La foule était dense autour de la table de nourriture. J'ai sorti mon téléphone, l'ai connecté à un petit haut-parleur Bluetooth que j'avais glissé dans mon panier, et ai appuyé sur play. La voix de Madison, nette et venimeuse, a retenti par-dessus le bavardage de la fête. C'est toi qui as dû t'arrêter. Débrouille-toi. On te verra à la maison. Quelques personnes près de moi ont arrêté de parler, confuses. Puis, ma propre voix, tremblante de l'enregistrement. Ma valise. Au moins donne-moi ma valise. La réponse de Madison, claire comme une cloche. Débrouille-toi pour rentrer chez toi toute seule. L'enregistrement s'est terminé. Je l'avais édité pour un impact maximal. Tout le jardin est devenu silencieux. 50 personnes se sont figées, verre à mi-chemin de la bouche, assiette en main, tous fixant Derek. Son visage était un masque d'horreur pur et non dilué. Je me suis dirigé vers le centre du patio, tous les yeux sur moi. Je me suis adressé à Suzanne Grillet, ma voix assez forte pour porter. Tu as raison, Suzanne. Je suis volontaire. Je suis volontaire au point de ne pas être abandonné sur une autoroute emportant l'enfant de mon mari. Je suis volontaire au point de ne pas tolérer l'infidélité financière et une belle-mère qui m'appelle vaporeuse et fragile pour avoir des nausées matinales. J'ai tourné mon regard vers Derek, qui avait l'air de vouloir que la terre l'avale. Quant au bébé, on va très bien maintenant qu'on est libéré du stress toxique. N'est-ce pas, Derek? Il n'a pas pu ne pas parler. Il est juste resté là, exposé. Puis, de la foule, notre amie et voisine, le docteur Lisa Chen, une OBGYN, a pris la parole. La grossesse n'est pas une maladie mentale. Derek, abandonner ta femme est un choix méprisable. Un murmure d'accord a parcouru la foule. La marée sociale, contre laquelle il avait essayé de nager, est soudain devenue un contre-courant l'entraînant sous l'eau. Je l'ai vu dans les regards détournés, les secouements de tête désapprobateurs. Sa réputation ici, dans la communauté qui comptait pour son image d'ascension sociale, était en cendres. Je ne suis pas resté pour les suites. J'ai simplement pris mon panier, fait un petit hochement de tête gracieux à la foule, et suis rentré chez moi. Le silence derrière moi était plus puissant que n'importe quels applaudissements. La victoire a été de courte durée. Le lendemain matin, Gordon Shaw m'a servi de nouveaux papiers. Derek contre-attaquait pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, citant l'enregistrement malveillant et édité joué lors d'un événement public. C'était un coup de désespoir, une tentative désespérée de me peindre comme l'agresseur. Sophia était furieuse. Il jette tout contre le mur. C'est une tactique d'intimidation.
Ça sera rejeté, mais c'est coûteux et stressant à combattre. Il essaie de te vider. Il ne sait pas pour le trust. Ai-je dit, non, et on garde ça comme ça. Laisse-le penser que tu es à sec. Ça le fait surjouer sa main. La semaine suivante a été un flou de manœuvre légale. L'évaluateur de garde, une femme au visage gentil nommée Dr Ambrose, est venue à la maison. J'étais calme, factuel. Je lui ai montré la photo d'échographie du bébé, parlé de mes plans, de mon système de soutien avec Sophia et Lena. Je n'ai pas dénigré Derek. J'ai simplement énoncé les faits. Il nous a laissés. Il a caché de l'argent. Je ne me sens plus en sécurité avec lui. Quand elle a interviewé Derek, il a été, selon les sources de Sophia, défensif et arrogant, essayant de tout mettre sur le compte de mon effondrement. C'était une erreur critique. Au milieu de tout ça, une enveloppe épaisse et d'apparence coûteuse est arrivée par coursier. L'adresse de retour était un cabinet d'avocats prestigieux à New York, Shields, Barnett, Colt. Mon cœur a sauté. Le nom du contact de Lena, mon possible héritage. Avec des mains tremblantes, je l'ai ouverte. C'était une lettre sur papier crème épais, signée par un homme nommé Julian Ford, associé principal. Chère Madame Mitchell, veuillez accepter nos condoléances pour le récent décès d'Alexander Shields. Conformément aux instructions de son dernier testament, notre cabinet a tenté de vous localiser. Nos enquêteurs privés y sont parvenus, avec quelques difficultés compte tenu du changement de nom. La lecture du testament est prévue le 28 de ce mois à New York. Votre présence, bien que non obligatoire, est fortement encouragée car vous êtes une bénéficiaire nommée. Veuillez contacter mon bureau dès que possible pour prendre les arrangements. Cordialement, Julian Ford. Une bénéficiaire, pas l'héritière. Une bénéficiaire, avec qui d'autre? Une vague de vertige m'a frappé. C'était réel. Mon père, l'homme que ma mère avait aimé et perdu. La figure ombreuse d'une romance ratée qui était un étranger riche maintenant mort, et j'étais dans son testament. J'ai appelé Lena immédiatement. C'est le moment, chérie, a-t-elle dit, sa voix crépitant d'énergie. Julian Ford est un requin, mais c'est notre requin. Les instructions de ton père étaient inhabituelles. L'héritage n'est pas simple. Il voulait être sûr que son enfant ait de la force et de l'esprit. D'après ce que j'ai entendu de tes activités récentes, je dirais que tu as passé son test haut la main. Tu dois aller à New York. Mais l'évaluation de garde, les dates de tribunal, d'autant plus de raisons. Ça montre de la stabilité, des connexions familiales profondes, et, ma chérie, ça montre de l'argent. Du vrai argent, qui change tout dans un divorce. Vas-y. Je viendrai avec toi. J'ai réservé le vol. J'ai dit à Derek que je rendais visite à un parent malade hors de l'état pour quelques jours. Il s'en fichait. Il était trop enfoncé dans sa propre guerre de tranchées légales. 2 jours avant mon départ, Marcus Thorne a appelé. Sa voix était sinistre. J'ai le rapport complet sur Bianca, et il y a autre chose. Quelque chose que tu dois voir avant d'aller à New York. Qu'est-ce que c'est? Pas au téléphone. On peut se voir? On s'est retrouvé dans un parc calme donnant sur la baie. Marcus, un homme dans la cinquantaine avec la carrure d'un boxeur à la retraite, m'a tendu un dossier manille. Le test ADN est revenu de la poubelle de la clinique. Bianca est définitivement enceinte. L'autre information, c'est à propos de ton père, Alexander Shields. J'ai ouvert le dossier. La première page était un rapport pays standard sur Bianca, confirmant ses liens avec Darnell et Derek. La seconde page m'a arrêté net. C'était une photographie, floue, prise d'une caméra de sécurité. Elle montrait un homme plus âgé distingué aux cheveux argentés montant dans une berline. Le tampon de date était d'il y a plus d'1 an. L'endroit était à un pâté de maison de mon ancien studio de design. C'est Alexander Shields, a dit Marcus, en montrant. Mon contact à New York a creusé un peu. Shields avait un enquêteur privé à son service depuis la dernière décennie. Son seul travail était de garder un œil sur toi. Rapports annuels, photos, relevés scolaires, évolution de carrière, licence de mariage, finances de ton mari, le monde a basculé. Il me surveillait toute ma vie, pas de manière creepy d'après ce que je peux dire, plus observationnelle.
Il ne t'a jamais contacté parce que ta mère lui avait fait promettre de ne pas le faire. Il a respecté ça, mais il voulait te connaître. Le testament, il est conditionnel. Clara, le rapport final de l'enquêteur, celui juste après l'incident de l'autoroute est ce qui a déclenché les avocats pour te trouver. Shields voulait que son héritier soit une survivante, pas une victime. J'ai fixé la photo, mon père regardant de loin, jugeant si j'étais digne. Une étrange sensation froide s'est installée dans mon ventre. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une récompense pour avoir passé un test dont je ne savais pas qu'il se déroulait. Il y a plus, a dit Marcus, sa voix baissant, à propos de ton mari. Il devient désespéré. Il a passé des appels à des gens peu recommandables. Des enquêteurs privés d'un autre genre, ceux qui ne se contentent pas de déterrer de la saleté, il la planifie. J'ai levé les yeux, le frisson se transformant en glace. Qu'est-ce que tu dis? Je dis sois prudente. Il ne se bat pas juste pour un divorce, il se bat pour sa vie telle qu'il la connaît, et les animaux acculés sont dangereux. Surveille tes arrières à New York, et quand tu reviendras, la vraie guerre commence. J'ai fermé le dossier, la photographie de mon père anonyme me regardant. J'avais plus d'argent et plus de pouvoir que je n'avais jamais rêvé, mais j'avais aussi plus d'ennemis, et le plus dangereux dormait au bout du couloir. Je ne me battais plus juste pour ma maison ou mon argent ou même mon enfant. Je me battais pour la vie que j'étais censé avoir, celle qu'un fantôme avait regardé se construire, et une vipère dans mon lit essayait de brûler jusqu'au sol. L'échiquier était installé. Il était temps de voir qui serait échec et mat. Le vol vers New York était un espace liminal, un répit de 5 heures de la guerre. À côté de moi, tante Lena, dans un turban de soie et des lunettes de soleil oversize, lisait un livre relié en cuir intitulé L'art du conflit asymétrique. Je fixais les nuages. Le dossier manie de Marcus brûlait un trou dans mon bagage à main. Le visage de mon père, flou et distant, nageait derrière mes yeux. Un fantôme qui m'avait noté toute ma vie. Le bureau de Julian Ford était dans une tour du Midtown qui semblait percer les nuages bas. Le hall était marbre et silence. Lena l'a traversé comme si elle en était propriétaire, et je l'ai suivie. Ma simple robe fourreau noir se sentait comme à la fois une armure et un déguisement. Ford n'était pas l'avocat avonculaire des films. Il était dans la soixantaine, mince, avec des yeux de la couleur de l'argent terni et une poignée de main sèche et brève. Son bureau était un monument à la richesse et au pouvoir discret. Pas de photos de famille, une seule peinture abstraite qui coûtait probablement plus que ma maison. Madame Mitchell, Mademoiselle Duval, asseyez-vous s'il vous plaît. Sa voix était un baryton lisse de la côte. J'espère que votre vol a été confortable. Il était adéquat, a dit Lena, enlevant ses lunettes. Dispensons-nous des politesses, Julian. Ma nièce a un mari infidèle à enterrer. Qu'est-ce qu'Alexander lui a laissé? Un éclair de quelque chose, d'amusement, a traversé le visage de Ford. Direct comme toujours, Lena. Il a tourné son regard métallique vers moi. Votre père était un homme complexe, Madame Mitchell, un stratège brillant en affaires et en affaires personnelles, un homme qui croyait au test. C'est ce que j'ai entendu, ai-je dit, ma voix stable. Il m'a fait suivre, observer. Ford a corrigé doucement, pour connaître le caractère de son seul enfant. Il regrettait profondément l'accord avec votre mère qui l'a tenu éloigné, mais il l'a honoré jusqu'à ce que sa mort lui donne une opportunité posthume de faire amende honorable, d'une sorte. Il a ouvert un dossier sur son immense bureau vide. La succession d'Alexander Shields est évaluée à environ 157 millions de dollars. Elle consiste en biens immobiliers, investissements en capital risque, et diverses valeurs mobilières. Le chiffre flottait dans l'air, si grand qu'il était dénué de sens. 157 millions. J'ai senti l'inspiration vive de Lena à côté de moi. Mon propre cœur était un oiseau frénétique dans une cage. Le testament, a continué Ford, est non conventionnel. La majeure partie de la succession ne vous revient pas directement. Clara, pas encore. Ça arrive, ai-je pensé. Le test. Alexander a établi un trust révocable vivant. Vous êtes la fiduciaire successeur nommée et seule bénéficiaire. Cependant, l'accès est échelonné, conditionnel à ce que vous atteigniez certains repères de force personnelle et d'acumen stratégique. Quels repères? Ai-je demandé, la froideur que j'avais cultivée à San Francisco verrouillant ma colonne vertébrale droite.
Le premier échelon, un décaissement de 5 millions de dollars, a été déclenché automatiquement à la confirmation de votre grossesse, une reconnaissance, a-t-il noté, d'entrer dans le flux générationnel. Cette somme a été déposée sur un compte ségrégé sous votre contrôle. Il a glissé une seule feuille de papier vers moi. Détail du compte. Le chiffre faisait ressembler le fonds fiduciaire à de la menue monnaie. Le second échelon, 10 millions de dollars, a été déclenché par votre réponse à elle. Il a jeté un coup d'œil à ses notes. Incident de l'autoroute. Le rapport de son enquêteur sur vos actions subséquentes, obtention d'un conseil indépendant, manœuvre financière, la confrontation a satisfait la clause concernant l'action décisive sous détresse personnelle. Ces fonds sont aussi disponibles. 15 millions de dollars. Parce que je ne me suis pas recroquevillée et morte au bord de la route. Ma gorge était serrée. Le reste du trust, le capital, devient entièrement accessible à vous lors de l'accomplissement d'une condition finale. Ford a joint les doigts. Vous devez conclure avec succès votre dissolution matrimoniale actuelle d'une manière qui résulte en aucune implication financière ou de garde continue avec votre mari, Derek Mitchell. Le langage du trust est spécifique. Vous devez être libre et clair. Tout soutien alimentaire ordonné par le tribunal, toute division significative des biens matrimoniaux en sa faveur, tout arrangement de garde légale ou physique partagé qui lui accorde un accès ou une influence substantielle constituerait un échec. La pièce a vacillé. Ce n'était pas un cadeau, c'était une mission de 142 millions de dollars. Mon père ne récompensait pas seulement ma survie, il m'achetait une victoire totale ou me payait pour l'obtenir. Il m'incite à le détruire, ai-je murmuré. Il vous incite à sécuriser votre propre souveraineté, à corriger Ford, son ton neutre. Alexander détestait la faiblesse. Plus que ça, il détestait le levier. Il croyait que votre mari, donné le moindre levier que ce soit par un enfant, par de l'argent, l'utiliserait pour faire de votre vie une misère permanente. C'est sa façon d'assurer que ça n'arrive pas. C'est brutal, mais c'est, à son avis, compatissant. Compatissant ? Ai-je répété, le mot ayant un goût de cendre. Et si elle n'en veut pas ? La voix de Lena était tranchante. Et si elle veut faire un pacte avec le diable pour le bien du coparentage ? Alors le capital du trust, a dit Ford, ses yeux ne quittant jamais les miens, serait, après une période de 20 ans, distribué à une série d'œuvres de charité dédiées aux femmes entrepreneurs quittant des partenariats abusifs, une cause qu'il savait que la mère de Clara aurait approuvée. Vous garderiez ce qui vous a déjà été donné, mais le reste disparaîtrait. Un pot de vin, le plus grand pot de vin de l'histoire, pour non seulement quitter Derek, mais l'anéantir légalement. Pour se battre pour la garde exclusive, pour chaque centime, pour le laisser sans rien. Le fantôme de mon père me tendait un marteau et pointait la tête de Derek. Dois-je décider maintenant ? Non, la condition est liée au décret de divorce final. Comment vous y arrivez est votre affaire, mais le résultat doit respecter la norme. Nous fournirons bien sûr toutes les ressources légales ou financières dont vous avez besoin du trust pour faciliter ce résultat. Pensez-y comme à une caisse de guerre illimitée pour la seule campagne. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre du sol au plafond. New York s'étendait en dessous, un royaume de béton et d'ambition. Le royaume de mon père, maintenant potentiellement le mien, si je prouvais que j'étais assez impitoyable pour le mériter. Envoyez les ressources, ai-je dit, ma voix à peine audible. Je me suis tourné pour lui faire face. Je vous ferai savoir si j'en ai besoin. Ford a hoché la tête, un soupçon de respect dans ses yeux argent ternis. J'aurai notre division de droit familial à San Francisco contacter votre avocate, Madame Rodriguez. Ce sont les meilleurs, discrets, et très, très minutieux. De retour à San Francisco, l'air était différent. J'étais différente. Je portais la connaissance de l'option nucléaire dans mon sac, à côté de mes clés. Je n'avais pas dit à Sophia toute l'étendue, seulement que j'avais un soutien financier supplémentaire pour le combat. L'expression sur son visage était du pur soulagement. Derek, cependant, se désagrégeait. La stratégie agressive de Gordon Shaw se retournait contre lui. Le juge, non amusé par la contre-poursuite en diffamation et les actifs crypto gelés, avait ordonné à Derek de payer une pension alimentaire temporaire et de couvrir mes frais légaux en attendant la dissolution. La somme était paralysante. Son emploi tenait à un fil après le scandale d'Arnell. Il avait commencé à boire. Je pouvais sentir le scotch sur lui le soir,
entendre le tintement de la bouteille derrière sa porte. L'évaluateur de garde, Dr Ambrose, avait soumis son rapport. Sophia avait obtenu un résumé préliminaire. C'était un chef-d'œuvre de neutralité accablante. Il citait mon environnement domestique stable et mon focus parental approprié, tout en notant les réponses évasives de Derek concernant les finances, sa minimisation de l'incident d'abandon, et son niveau apparent élevé de conflit. Il recommandait que la garde physique principale réside avec moi, avec Derek recevant des visites supervisées thérapeutiques graduées en attendant qu'il termine des cours de gestion de la colère et de parentalité. C'était un glas pour ses revendications de paternité. Il le savait. Le soir où le rapport a été officiellement déposé, il m'a confronté. J'étais dans la cuisine. Il a claqué la porte, ses yeux injectés de sang. Le rapport froissé dans son poing. Visite supervisée, a-t-il rugi, de la salive volant. Gestion de la colère? Qu'est-ce que tu as dit à cette femme? Quel mensonge lui as-tu servi? Je n'ai pas tressailli. Je remuais la sauce à pâte. La vérité. C'est généralement plus simple. Espèce de salope. Il a lancé le papier froissé vers moi. Il a manqué, rebondissant sur le frigo. Tu retournes mon propre enfant contre moi avant même qu'il soit né. Tu essaies de faire de moi un père de week-end, un fantôme qui écrit des chèques. J'ai éteint le feu sous la sauce. Non, Derek. Tu as fait ça quand tu as choisi de partir, quand tu as choisi de mentir, quand tu as choisi de cacher de l'argent au lieu de réparer le toit, quand tu as choisi de Bianca. Chaque choix t'a mené exactement ici. La rage semblait s'écouler de lui, remplacée par un désespoir génial et pathétique. Clara, s'il te plaît. Tu dois parler à ton avocate. On peut arranger ça. On peut partager la garde. 50 à 50, je lâcherai tout. La poursuite en diffamation, tout. Juste ne fais pas ça. Ne me prends pas mon enfant. Ce n'est pas 50 à 50, ai-je dit, ma voix calme et finale. Pas après ce que tu as fait. Pas après ce que tu avais prévu de faire. Tu voulais que je disparaisse, Derek, toi et ta mère. Maintenant tu obtiens ton vœu, mais le bébé reste avec moi. C'est la conséquence. Il m'a fixé, me voyant vraiment pour la première fois depuis des mois, pas comme la femme qu'il avait épousée, pas comme l'obstacle, mais comme l'adversaire que j'étais devenu. Son visage s'est effondré. Je te déteste. Je sais, ai-je dit. Maintenant sors de ma cuisine. Tu violes mon espace personnel, et j'enregistre. J'ai hoché la tête vers la petite caméra discrète sur l'étagère, la tech de Marcus. Il l'a regardé, puis moi, une nouvelle terreur naissant. Il est sorti de la pièce à reculons, un homme brisé. Mais les hommes brisés sont dangereux. L'avertissement de Marcus résonnait dans ma tête. J'ai augmenté ma sécurité. J'ai fait installer un système avec des boutons d'urgence. Je n'étais jamais seul dans la maison si je pouvais l'éviter. Sophia ou un consultant en sécurité embauché du cabinet de Shield était avec moi. La dernière pièce s'est mise en place via Bianca. Elle m'a appelé, sa voix mince et terrifiée. Il sait, a-t-elle murmuré. C'est quoi? Que j'ai parlé avec toi. Il est furieux. Il dit que j'ai tout ruiné. Il parle comme un fou. Clara, en disant que s'il coule, il emmène tout le monde avec lui. Il m'a demandé mon emploi du temps, quand je suis chez le médecin, où je me gare. De l'eau glacée a inondé mes veines. Où es-tu maintenant? Chez une amie. J'ai peur. J'ai les photos d'échographie, celles où il était dessus, et des textos, de nouveau après qu'il a appris pour le bébé. Des vilains, où il suggère des solutions. Mon sang s'est glacé. Quel genre de solution? Le genre qu'on paie dans une ruelle. Elle a sangloté. J'ai tout. Je te donnerai, tout. Juste fais-le partir. S'il te plaît, retrouve-moi au café sur Valencia dans 1 heure. Apporte tout. J'aurai quelqu'un avec moi. J'ai appelé le consultant en sécurité, un homme calme et imposant nommé, et lui ai donné l'adresse. Bianca était un spectre, sursautant à chaque bruit. Elle m'a fourré une enveloppe manie dans les mains. À l'intérieur il y avait des photos d'échographie floues avec l'écriture de Derek dessus, mon garçon, et des textos imprimés. Je les ai parcourus.
Ils étaient pires que ce que j'avais imaginé. Paniqués, vils, discutant de la terminaison et d'incitatifs financiers, et de façon de faire passer ça pour un accident. C'était de la spéculation, pas un plan, mais c'était assez, plus qu'assez. Il est désespéré, ai-je dit. Le rapport de garde l'a brisé. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé, ses yeux énormes. Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone et appelé le bureau de Gordon Shaw. J'ai été mise en communication immédiatement. Shaw, c'est Clara Mitchell. Je t'envoie un fichier. Je te suggère de le regarder avec ton client présent. Puis je te suggère de lui conseiller d'accepter les termes suivants. D'ici 17 heures demain, ou je vais directement au procureur avec, et j'envoie une copie au conseil d'éthique du barreau de Californie avec une note sur la tentative de ton client de suborner un crime. De quoi diable parles-tu, a bluffé Shaw. Termination des droits parentaux, un règlement unique de $100 000 de sa part à moi pour ma douleur et ma souffrance, payé depuis son compte gelé. Il renonce à la maison, à toutes les revendications futures. Il n'a rien. Il n'est rien. L'alternative est des enquêtes pour multiples crimes, la fin de sa carrière, et un très long temps pour réfléchir à ses choix dans un endroit où il n'aime pas les hommes qui menacent les femmes enceintes. Ton choix, maître. L'horloge tourne maintenant. J'ai raccroché. Bianca m'a fixé. Tu lui donnes une sortie? Je lui donne une falaise pour sauter, une illusion qui est un pas, ai-je dit, rassemblant l'enveloppe. Il la prendra. Son avocat le forcera. C'est le seul coup qu'il lui reste. Je me suis levé pour partir. Prends un avocat, Bianca, un bon, et reste loin de Derek Mitchell. C'est du poison. Elle a hoché la tête, l'air jeune et brisé. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. L'appel de Shaw est venu à 16h52 le lendemain. Sa voix était plate, vaincue. Il signera les papiers de termination, le règlement, tout, à une condition. Il n'est pas en position de poser des conditions. Ce n'est pas de lui. C'est de sa mère. Elle veut te voir une dernière fois. Elle dit qu'elle a quelque chose que tu dois entendre sur ta mère. Le monde s'est réduit à une tête d'épingle. Ma mère? Madison. Une terreur froide, plus profonde que tout ce que Derek avait inspiré, a coulé le long de ma colonne. C'était un piège d'un autre genre. Où, ai-je demandé? Son hôtel, le Fairmont. Demain à midi. Elle sera seule. Elle veut juste parler. Je savais que c'était une mauvaise idée. Sophia crierait. Lena interdirait. Mais ma mère, Madison l'avait connue. Avait-elle su pour mon père? Avait-elle su plus? Dis-lui que je viendrai, ai-je dit. Et dis à Derek que les papiers ont intérêt à être prêts à signer à la minute où je sortirai. J'ai raccroché, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. Le jeu final était là, mais Madison, semblait-il, avait une dernière carte à jouer, et elle portait le nom de ma mère. Le hall du Fairmont était une cathédrale d'excès de l'âge doré, tout en colonnes de marbre et plafond doré. Je me sentais mal habillé dans ma simple robe noire, mais je la portais comme une armure. Le consultant en sécurité, attendait discrètement près de l'entrée, me donnant un petit hochement de tête. J'étais câblé, le petit dispositif cousu dans la couture de ma robe transmettant tout à lui et à un serveur d'enregistrement. Madison attendait dans un coin isolé du salon de thé de l'hôtel, une forteresse de fauteuils en chintz. Elle avait l'air plus petite, diminuée. Le rouge à lèvres corail trop vif contre son visage pâle, mais ses yeux étaient les mêmes, durs, éclats de malice en silex. « Tu es venu » a-t-elle dit, sans offrir de salutation. Sa voix était un bruissement sec. « Tu as dit que c'était à propos de ma mère. » Je ne me suis pas assise. « Parle. »« Assieds-toi, Clara. Tu fais une scène. » Quand je suis resté debout, elle a soupiré théâtralement. Toujours si dramatique. Bien. Ta mère, douce, fragile Éléanore. Savais-tu qu'elle m'a supplié? Le mot supplier m'a frappé comme un coup physique. De quoi parles-tu? Quand elle mourait, elle m'a appelé, m'a supplié. S'il te plaît, Madison, a-t-elle dit, veille sur ma Clara. Elle est trop douce pour ce monde, pour Derek. Il est si ambitieux.
Promets-moi que tu seras une mère pour elle. Le sourire de Madison était une fine ligne cruelle. J'ai promis, et je l'ai été. Une mère discipline. Une mère guide. Une mère fait les choix difficiles que son propre enfant faible ne peut pas faire. La rage, blanche et pure, m'a inondé. Tu appelles ce que tu as fait materner? Tu as essayé de me détruire. J'ai essayé de te renforcer, a-t-elle claqué, sa composure se brisant. Pour te rendre apte. Tu n'as jamais été assez pour lui. Toi et tes rêves artistiques vagues. Ton petit boulot pathétique. Ton sang commun. Je savais pour ton vrai père. Tu sais, Éléanore me l'a dit dans un moment de faiblesse. Un bâtard de riche. Elle pensait que c'était une tragédie. Je l'ai vu comme un défaut de caractère. La faiblesse engendre la faiblesse. L'air a quitté mes poumons. Elle avait su. Tout ce temps. Mon fils avait besoin d'une partenaire qui puisse l'élever, pas le tirer vers le bas avec du sentimentalisme et des nausées matinales. Bianca, malgré ses défauts, vient d'une famille avec des connexions. Elle comprend le jeu. Toi, tu voulais juste jouer à la maison. Elle s'est penchée en avant, sa voix baissant en un murmure venimeux. Donc oui, je lui ai conseillé de sécuriser ses actifs, de s'éloigner. L'autoroute était une opportunité, un test que tu as échoué spectaculairement en n'ayant pas la décence de simplement disparaître. J'ai fixé cette femme, cette parodie monstrueuse d'une mère, et senti le dernier lambeau de connexion humaine avec elle s'évaporer. Tu es folle. Je suis réaliste, a-t-elle sifflé, tu as ce bout de papier qu'il signe, mais j'ai ça. Elle a glissé une photographie sur la nappe en lin, un vieux Polaroid fané, une version jeune et vibrante de ma mère riant, son bras autour d'un homme beau et souriant que j'ai reconnu du dossier de Marcus, Alexander Shields. Ils avaient l'air désespérément amoureux. Elle me l'a donné pour le garder en sécurité, a-t-elle dit, avec les lettres, des dizaines. De lui, pleine de promesses, de plans, et plus tard, après qu'elle a rompu, pleine de suppliques. Il l'aimait, pathétiquement, et il aimait l'idée de toi. Les rapports de son enquêteur n'étaient pas juste sur ta force. Clara, c'étaient ceux d'un homme en deuil s'accrochant au fantôme d'une fille qu'il ne pouvait pas avoir. Ma main a tremblé en ramassant la photo. Ma mère avait l'air si heureuse, un bonheur que j'avais rarement vu. Voici mon dernier conseil maternel, a dit Madison, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Laisse tomber la termination des droits parentaux. Accepte un accord de garde standard et généreux. Pars avec ton petit règlement, et en retour, je te donnerai cette photo, les lettres, et je ne libérerai pas les copies que j'ai faites à la presse. Peux-tu imaginer les titres? Héritière chercheuse d'or utilise la fortune de son père mort pour rompre les liens entre père et enfant à naître. Le récit s'écrit tout seul. Cette œuvre de charité à toi n'aura plus l'air si noble alors, n'est-ce pas? Donc c'était son coup. Du chantage. Pas avec un crime, mais avec une histoire. Une histoire qui pouvait tordre ma victoire en quelque chose de laid et cruel. Elle pariait que mon sentiment pour la mémoire de ma mère l'emporterait sur mon impitoyabilité. J'ai regardé de la photo du visage radieux de ma mère au rictus triomphant de Madison. Un calme profond s'est installé sur moi. Elle avait mal calculé. Elle pensait que mon amour pour ma mère était une faiblesse. C'était ma fondation. J'ai glissé la photo vers elle. Garde-la. Son sourire a vacillé. Quoi? Garde la photo. Libère les lettres. Appelle le Chronicle tout de suite. J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table entre nous. Tu veux le numéro du bureau métro? Je l'ai. Elle m'a fixé, totalement confuse. Tu bluffes. Non, Madison, je ne bluffe pas. Ma mère a aimé un homme. Elle a eu un enfant. Elle a fait le choix de m'élever seule, avec dignité. Il n'y a aucune honte dans cette histoire, seulement chez les gens qui l'utiliseraient comme une arme. Je me suis penché près. Tu vois, tu as passé toute ta vie à voir l'amour comme une transaction, une faiblesse à exploiter. C'est pourquoi tu es assise ici, seule dans un hôtel, ayant chassé tous ceux qui auraient pu tenir à toi. Tu n'as rien, et tu essaies de voler la seule chose que j'ai que tu n'auras jamais. Une mère qui m'a aimé inconditionnellement, et un père qui, à sa manière tordue, voulait s'assurer que j'étais assez forte pour survivre à des gens comme toi. Je me suis levé, la regardant de haut. Libère ce que tu veux.
Ça ajoute juste vindicatif et pathétique à ta nécrologie. Mon avocate a les papiers. Derek les signera aujourd'hui. Tu es à court de coups. Tu es à court de temps. Tu n'es rien pour moi. Je me suis retourné et suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je savais, dans mes os, que j'avais enfin, vraiment gagné. La signature a eu lieu dans une salle de conférence stérile au bureau de Gordon Shaw. Derek avait l'air vidé, une coquille dans un costume cher. Il ne m'a pas regardé. Il a juste signé là où Shaw pointait. La termination volontaire des droits parentaux, l'acte de renonciation rapide sur la maison, l'accord pour le règlement unique de $100 000, que j'ai noté avec une satisfaction froide viendrait du compte de courtage gelé qu'il avait essayé de cacher. Et la dissolution complète et finale du mariage. Sa signature était un gribouillis tremblant. La mienne était ferme et claire. Quand c'était fait, Shaw a rassemblé les papiers. C'est fini, a-t-il dit à personne en particulier. Derek a enfin levé les yeux vers moi. La haine était encore là, mais elle était atténuée, vaincue. J'espère que ça en valait la peine, a-t-il marmonné. Ça en valait, ai-je dit. Je me suis levé, ma main reposant sur la courbe prononcée de mon ventre. J'étais enceinte de 7 mois maintenant, forte, en bonne santé. Au revoir, Derek. Je suis sorti du bureau, du bâtiment, et dans la lumière du soleil de San Francisco. Sophia m'attendait sur le trottoir, appuyée contre son Audi. Elle a souri. Eh bien, c'est fait. J'ai levé le dossier contenant mes copies. Il est parti. Il n'est rien. Elle a poussé un cri de joie, me tirant dans une étreinte prudente. Tu l'as fait, espèce de magnifique. Tu l'as vraiment fait. Ce soir-là, de retour dans ma maison, j'ai appelé Julian Ford. Les termes sont remplis, lui ai-je dit. Le décret est final. Pas de pension. Pas de bien. Pas de garde. Il a terminé ses droits. Je suis libre et clair. J'ai entendu le sourire dans sa voix. Excellent. Je vais initier le transfert du capital complet du trust immédiatement. Alexander serait impressionné. Je me fiche qu'il soit impressionné, ai-je dit, et je le pensais. Mais merci. J'ai raccroché et erré dans les pièces silencieuses. La chambre d'amis était vide, les affaires de Derek enfin parties. La nurserie, maintenant peinte d'un bleu ciel doux, attendait. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule que Lena avait fait venir de Carmel, et j'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville. La guerre était terminée. J'avais la maison. J'avais l'argent. Plus d'argent que je ne pourrais jamais dépenser. J'avais ma liberté. Et bientôt, j'aurais ma fille, Grace Eleanor Mitchell Shields. Elle porterait le nom de ma mère, et celui de mon père, mais elle serait sa propre personne, non chargée des fantômes de ma guerre. 1 an plus tard, le ruban était large, bleu, et absurdement brillant. Grace, en équilibre sur ma hanche dans une robe jaune à volants, a tendu une main potelée vers lui. « Vas-y, ma chérie », ai-je murmuré. « Couple ». Elle a mâchouillé le ruban avec enthousiasme pendant que la foule de journalistes, politiciens locaux, Sophia, Lena, et des dizaines de femmes et d'enfants riaient et applaudissaient. J'ai aidé sa petite main avec les ciseaux surdimensionnés, et le ruban est tombé. Le panneau au-dessus de la porte de la maison victorienne rénovée dans le Mission District disait « Highway Haven, un centre de ressources d'hébergement pour femmes et enfants ». C'était le premier projet de la fondation Clara Shields. Il fournissait non seulement un hébergement de crise, mais une aide juridique, un conseil de carrière, et une garde d'enfants. La fortune de mon père, autrefois un test, était maintenant un outil. Nous avions déjà aidé des dizaines de femmes à trouver leur chemin hors de leur propre désert personnel. Pendant que la foule se mélangeait à l'intérieur, sirotant de la limonade, Sophia s'est approchée de moi, hochant la tête vers la rue. Un coupé noir familier tournait au ralenti au bord du trottoir. Bianca Lewis se tenait à côté, tenant un tout petit sur sa hanche. Elle avait l'air plus en forme, plus stable. Elle a fait un petit signe timide. Je suis allé vers elle. Le petit garçon avait les yeux de Derek. Mon estomac s'est serré, mais de pitié, pas de douleur. Salut, a dit Bianca. L'endroit a l'air incroyable. Merci. Il a grandi. J'ai souri au garçon.
Comment il s'appelle? Daniel, a-t-elle dit, comme mon père. Bobby Darnell est sur le certificat de naissance. Il paie une pension alimentaire. C'est un arrangement, mais c'est stable. Elle a pris une profonde inspiration. J'ai entendu parler de Derek. Il n'y avait pas grand-chose à entendre. Après le divorce, il avait été licencié de son entreprise. Le barreau de l'État avait ouvert une enquête éthique basée sur mon paquet anonyme concernant le conflit avec le client. La dernière fois que j'avais eu des nouvelles de Marcus, il travaillait comme analyste junior pour une start-up crypto louche à Phoenix. Madison était retourné définitivement à Atlanta. Leur empire de rancœur s'était effondré en poussière. Je suis contente que tu ailles bien, ai-je dit, et j'ai réalisé que je le pensais. Grâce à toi, a-t-elle dit doucement. Tu m'as montré à quoi ressemble vraiment se battre. Merci. Elle a déplacé Daniel sur sa hanche. Je ne t'embêterai plus. Je voulais juste que tu vois qu'on va bien. Je l'ai regardé attacher le garçon dans son siège auto et partir. Une autre survivante. Plus tard, alors que la fête se terminait, Lena m'a trouvé sur la terrasse arrière en train de regarder Grace faire la sieste dans une poussette. Tu as construit quelque chose de beau à partir des décombres, chérie, a-t-elle dit, sa voix inhabituellement douce. Ce n'était jamais à propos des décombres, ai-je dit. C'était à propos de ce qui venait après. J'ai pensé à l'autoroute, à la chaleur, à la solitude écrasante. J'ai pensé à la clé tournant dans la serrure de ma propre porte d'entrée. J'ai pensé à la fureur froide qui m'avait tenu debout et à la stratégie encore plus froide qui avait gagné la guerre. Certaines personnes pensent qu'être laissé derrière est une question de faiblesse. Ce n'est pas le cas. C'est à propos de leur échec à voir ta force jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils regardent dans le rétroviseur et voient un espace vide là où ils t'ont jeté et pensent qu'ils ont gagné. Ils ne réalisent pas que tu n'es plus derrière eux. Tu es devant sur une route différente, une meilleure, et tu ne marches pas seulement dessus. Tu construis des aires de repos le long du chemin pour tous ceux qui se font laisser dans la poussière. J'ai placé une main sur le dos de ma fille sentant le rythme régulier et sûr de son souffle. Notre souffle, le seul moteur dont nous aurions jamais besoin. Rentrons à la maison, Grace, ai-je murmuré, et on l'a fait.